à l'ARS. Bonjour. Voilà. Bonjour à toutes et tous. Je suis désolée, je vais devoir vous quitter. Donc, je vais introduire très brièvement ce webinaire, vous remettre dans le contexte. Dans le cadre du parcours santé, précarité et du PRAFS, nous appuyons et nous soutenons la coordination régionale des permanences d'accès aux soins de santé, qui font d'ailleurs, et je les en remercie encore, un superbe travail. L'objectif de cet après-midi, et c'est eux qui ont construit ce webinaire avec l'appui de Madame Melet de la FAS, c'est de partager ensemble ce qui existe sur les territoires pour permettre un meilleur accès à la santé, à la prévention et aux soins des publics en situation de précarité, migrants, exclus ou personnes en situation de précarité isolée, voire en milieu rural. Donc, je vous remercie infiniment de vous être inscrits, sachant que le PRAPS est en cours de révision, puisque notre PRS fait l'objet d'un bilan pour repartir l'année prochaine avec des objectifs encore à atteindre. Donc, je vous remercie infiniment, notamment parce que je sais que la plupart, voire tous, vous êtes des acteurs de terrain et c'est grâce à vous que ce PRAP s'avance. Donc, merci. Merci encore à la coordination régionale des PASS. Bon après-midi. Échangez bien de manière constructive. Puis, une fois que je serai partie, critiquez pas trop l'ARS, s'il vous plaît. Merci. Au revoir. Bon après-midi à toutes et tous. Merci beaucoup, Madame Corbia. Et du coup, je vais donner la parole à Olivier Ozas. Merci. Si tu peux me donner aussi la main sur la présentation en même temps. Donc, merci Mme Corbia pour cette introduction. L'idée donc de ce webinaire sur 2 heures, c'est de faire un aperçu des différents partenaires qui travaillent auprès de la population que vient de décrire Mme Corbia, pour que peut-être que les personnes qui sont dans le soin ou dans l'accompagnement social, mais qui ont moins l'habitude de ces situations-là, puissent voilà, connaître ces différents dispositifs qui nous sont très utiles. Dans un premier temps, je vais présenter la PAS. La PAS, c'est la permanence d'accès aux soins de santé. Donc, c'est un dispositif qui a été créé en 1998 dans le cadre de la lutte contre les exclusions, dans le cadre de la loi de lutte contre les exclusions. Le texte phare jusqu'à peu, c'était une circulaire de 2013 qui définissait l'organisation et le fonctionnement des PAS, des permanences d'accès aux soins de santé, et avec une mise à jour très récente, avril 2022, dans le cadre d'une instruction ministérielle qui redéfinit le cahier des charges des PAS, ses missions, ses objectifs, ses moyens. Donc, on va passer ça en revue. Donc, un élément de contexte qui est très important, c'est cet article du Code de la santé publique qui rappelle que les établissements de santé doivent garantir l'égal accès de chaque personne aux soins nécessités par son état de santé et assurer la continuité des soins et la meilleure sécurité sanitaire possible. Donc, ça fait bien partie dans le cadre de la loi des missions de santé publique et de services publics. Et finalement, la PAS est un des moyens pour remplir cet objectif d'égal accès aux soins pour tous. Les PAS sont financés via l'ARS à travers le fonds d'intervention régional. C'était une mission d'intérêt général jusqu'à peu, mais ça vient de changer. Petit problème pour le faire passer le diapo. Alors, les missions de la PAS, elles se répartissent en 3 axes. Le premier axe, c'est auprès des patients. Donc, les PAS proposent des consultations médicales, des entretiens sociaux pour produire un accompagnement dans le cadre du parcours de soins et parallèlement à cet accompagnement dans le parcours de soins, les démarches souvent sociales nécessaires à la continuité des soins. Les PAS sont un dispositif passerelle, donc on n'a pas vocation à garder le patient pendant des années au sein d'une PAS. C'est transitoire et l'objectif est de recréer les conditions permettant aux patients de se tourner vers les autres dispositifs de droit commun, comme la médecine de ville, le suivi par les assistantes sociales de secteur, etc. À ce titre, la PAS favorise le lien ville-hôpital pour les patients précaires et le lien avec les collaborateurs des acteurs du champ social.
Le deuxième axe qui est repris dans l'instruction ministérielle, c'est au sein de l'établissement. La PAS a une mission de sensibilisation, d'information et de formation des personnels hospitaliers. Et cette formation porte sur les questions de santé, précarité, mais aussi de santé, précarité, migration. De façon très pragmatique, les PAS ont une expertise parce que ça fait 10, 15, 20 ans qu'on travaille avec ces patients très précaires, patients migrants. Et du coup, des compétences qui ont été développées et sur lesquelles il faut créer les conditions pour que les autres professionnels puissent s'appuyer. Ça passe par des protocoles, des procédures intra-hospitalières de repérage des patients précaires et d'orientation au sein du parcours de soins dans l'établissement. La PAS collabore donc avec les autres services hospitaliers pour les situations complexes ou les situations qui sont bloquées afin d'améliorer la qualité du soin. Je ne l'ai pas écrit, mais la PAS a une activité ambulatoire. Elle n'intervient pas en hospitalisation. Le patient hospitalisé est sous la responsabilité du service qu'il a accueilli, mais par contre, quand c'est un service de neurologie qui n'a pas forcément d'expertise sur la grande précarité, on peut venir en appui dans les situations complexes. Alors, pardon. Le troisième axe des missions de la PAS, ce sont les partenaires extérieurs, dont une bonne partie sont représentés dans le cadre de ce webinaire, puisque la PAS est un acteur de réseau. Évidemment, hein, vous verrez tout à l'heure le dimensionnement des PAS. On ne peut pas miser que là-dessus pour gérer les patients en situation de précarité ou de vulnérabilité. Donc, on fait partie d'un réseau qui est multibranche et multiprofessionnel avec l'assurance maladie, que ce soit la CEPAM ou la MSA, avec le département via les PMI, l'aide sociale à l'enfance, l'action sociale, avec le SIAO, donc le service intégré d'accueil et d'orientation, les CCAS, les services municipaux de santé, donc ça c'est tout ce qui est rattaché à la ville, les centres d'hébergement, CHRS, CADA pour les demandeurs d'asile, les associations, la Croix-Rouge, Médecins du Monde, les Restos du Cœur, etc. Et puis également les médecins et paramédicaux libéraux, qu'ils soient ou non réunis au sein de CPTS, également les partenaires du DAC, l'idée étant de pouvoir réunir tout le monde autour d'une coordination et d'une action en réseau pour être efficace. Donc, l'organisation de la PAS définie dans l'instruction ministérielle doit être la suivante. Une PAS, ça doit être une unité fonctionnelle spécifique au sein d'un établissement. C'est un point qui est important parce que si c'est juste une fonction portée par une personne dans un coin, bah, on n'est pas identifié et peu efficace. Donc, avec cette UF spécifique, il doit être porté un projet de service, il doit y avoir un lieu identifié et il faut que ce soit connu de tous. Cette UF permet également le suivi des budgets et permettre de savoir comment sont utilisés les moyens qui nous sont alloués. L'équipe pluridisciplinaire, alors les temps que j'ai précisés sur la diapo sont ceux qui sont recommandés par l'instruction ministérielle, mais qui ne sont pas forcément ceux qui sont en réel actuellement en tout point du territoire. Donc, il faut qu'il y ait un temps de médecin, au moins 2 demi-journées. Ouais. Je m'excuse, c'est un peu la galère. 2 demi-journées de médecin, un mi-temps infirmier, un mi-temps social, un temps de secrétariat, et puis d'autres professionnels, psychologues, sages-femmes, médiateurs en santé, dentistes, pédiatres, puéricultrices, qui peuvent être rattachés à la PAS en fonction de son activité. La PAS, elle est intégrée dans son établissement et ça permet un accès au plateau technique de l'établissement, donc les consultations de radiologie, le plateau technique de radiologie, de biologie, les consultations spécialisées et la pharmacie hospitalière. Avec ça, on a de quoi prendre en charge au mieux les patients qui nous sont confiés. Et puis un autre point essentiel, c'est l'accès à l'interprétariat, puisque la majorité des patients qu'on reçoit sont des personnes migrantes, même si ce n'est pas exclusif, et donc pas toujours francophones. L'organisation prévue dans l'instruction ministérielle, c'est aussi celle de faire un comité de pilotage au moins une fois par an qui rejoint les différents partenaires intra-extra-hospitaliers dont vous êtes les représentants. On doit avoir un rapport d'activité et Scopil est l'occasion d'échanger avec les partenaires du territoire sur les besoins
Chaque territoire a une offre un peu différente et en fonction de ceux qui sont là, il y a certains besoins qui sont couverts ou pas. Et la PAS doit se positionner pour essayer d'éviter qu'il reste des trous dans la raquette. Il est recommandé un lien spécifique avec le service d'accueil des urgences pour repérer et orienter les patients précaires tout en ne créant pas un service d'urgence, on va dire low cost, pour les précaires au sein des PAS. Un lien particulier avec les PAS, avec les CEPAM, des conventions. Côté CEPAM, il y a aussi une obligation de conventionner avec les PAS et les CEPAM, avec les PAS, pardon, pour la prise en charge prioritaire des dossiers, puisqu'une personne qui se présente à la PAS, la plupart du temps, est malade, d'une part, et n'a pas de couverture maladie, d'autre part, donc c'est une urgence. Alors, les patients qui viennent à la PAS, qui sont-ils? Ce sont des personnes en situation de précarité, qui ont besoin de soins ambulatoires et qui ne peuvent pas y accéder pour diverses raisons. Donc, soit qu'il y ait une incomplétude ou une absence de la couverture sociale, c'est le cas le plus fréquent, parce qu'ils sont dans l'impossibilité d'honorer les frais du reste à charge. Donc, il faut bien que le patient soit précaire. Un patient hollandais en vacances ne relève pas de la PAS, même s'il n'a pas de couverture maladie française, ou pour d'autres raisons, une forte désocialisation, des difficultés à s'orienter dans le système de santé. Et là, on pense aux personnes allophones qui ont des troubles psychiques, qui sont marginalisées, etc. Alors, il existe des PAS spécifiques. La plupart des PAS sont généralistes, mais il existe des PAS bucco-dentaires, des PAS mère-enfant, des PAS, alors dermato, ophtalmo, ça, il faut aller en région parisienne ou dans des très grosses villes pour en trouver, et des PAS psy qui sont différents des EMPP qui seront présentés tout à l'heure, qui sont plutôt un appui social au sein de structures psychiatriques. La question de la PAS mobile est aussi abordée dans cette instruction ministérielle. Il est dit qu'il faut essentiellement qu'elle s'appuie sur une PAS fixe qui fonctionne bien et éviter les doublons, parce que les structures mobiles se multiplient. Il faut qu'on essaye d'éviter les doublons. Et enfin, j'ai mis la coordination régionale des PAS, qui n'est pas une PAS à proprement parler, mais qui a vocation dans toutes les régions à animer les PAS du territoire, à faire le lien entre l'ARS et les PAS, à faire remonter tout ça au niveau national et à partager des groupes de travail pour faire avancer les problématiques d'accès aux soins des personnes précaires. Merci de votre attention. Bonjour, donc Maud Pichoff et Alette Innocenti. On va refaire un peu point plus spécifiquement sur ce qui existe au niveau des PAS sur la Bourgogne-Franche-Comté. Je regarde si j'ai bien repris la main. C'est tout bon. Donc déjà au niveau national, il faut savoir qu'il y a 430 PAS en France, 368 sont généralistes. Il existe 18 PAS bucco-dentaires, 2 PAS ophtalmologiques et 44 PAS en milieu psychiatrique. On n'a pas dénombré on n'a pas le décompte de nombre de PAS mère-enfant dont parlait Olivier. Et la région Île-de-France compte à elle seule 66 PAS. Alors, la région Île-de-France est forcément la plus pourvue et dynamique en PAS, mais également la région Rhône-Alpes qui est très, très dynamique dans ce domaine. Donc en France, il existe également 16 coordinations régionales dont nous faisons partie avec Olivier Ozas et Héloïse Mellet. Donc, à l'initiative de la Direction générale de l'offre de soins, il y a des réunions trimestrielles qui ont lieu et qui permettent vraiment d'harmoniser les pratiques des PAS au niveau national et d'apporter des outils aux PAS et d'essayer donc de développer ce dispositif au mieux et au plus près des besoins du terrain. Donc, on a notamment mis en place avec les coordinations un pictogramme commun qui est valable, qui est diffusé sur toutes les PAS au niveau national. On vous l'a mis juste après, on vous le remontrera, ce qui permet aux patients, s'ils se déplacent sur le territoire, de pouvoir identifier rapidement les PAS et de pouvoir s'y retrouver. Voilà, pour la signalétique également, ça peut être utilisé pour faciliter l'accessibilité de la PAS aux patients qui ne parlent pas forcément français. Voilà, qui, pour une raison ou une autre, n'arriveraient pas à bien se repérer dans le système de soins.
Il y a des critères d'inclusion voilà, qu'a pu vous présenter le docteur Ozas qui sont clairement définis, qui permettent vraiment au PASS de rapidement repérer les patients qui pourraient dépendre du dispositif. Et des rapports d'activité maintenant qui sont faits au niveau national et centralisés via la plateforme Pyramide qui permet d'extraire rapidement les données dont on pourrait avoir besoin et puis ensuite de défendre aussi les demandes de postes ou des choses comme ça qui pourraient être nécessaires. Et ça permet également d'avoir une vision au niveau national de comment on se situe, nous, en tant que PASS, individuellement par rapport au PASS du pays. Donc, au niveau régional, donc sur la Bourgogne-Franche-Comté, on a 17 PASS, dont 14 proposent un temps médical dédié, donc avec vraiment des consultations médicales qui ont lieu dans les PASS avec des médecins spécialisés, dédiés à une consultation PASS. Mais toutes proposent quand même l'accès à une consultation médicale, mais celles qui ne sont pas médicalisées vont le faire via la consultation des urgences. Donc, on se bat pour qu'il y ait un temps médical dédié au sein des services PASS. Tout ça pour bien sûr pouvoir assurer un suivi chez des patients qui sont quand même très fragiles, qui ne se confient pas forcément au premier entretien. Il faut parfois 2 ou 3 entretiens pour essayer d'avoir des informations un petit peu pertinentes. La première consultation est souvent dédiée à leurs problématiques urgentes médicales, par exemple une rupture de médicaments ou des douleurs qu'il faut soulager. Et secondairement, ou dans un troisième temps, on peut évoquer le motif d'arrivée, les violences éventuellement subies dans le pays ou des problèmes psychologiques qu'ils évoqueront pas forcément en première intention. D'où la nécessité de ne pas avoir des consultations différentes aux urgences par des acteurs différents, mais de centraliser avec un même médecin, si possible. Et donc, comme le docteur Ozas le rappelait, voilà, c'est vraiment ce qui est sorti dans la circulaire. Donc, normalement, on a 3 ans pour réussir à médicaliser toutes les PASS de la région. Et donc, le traitement, les PASS délivrent tout le traitement via la pharmacie du centre hospitalier où elles sont implantées. Et donc, toutes les PASS de la région proposent également un accès à un accompagnement social en lien avec la santé. Donc, ça va être l'ouverture de droit à l'assurance maladie pour que le patient puisse réintégrer le système de soins classique. Mais ça peut être également un accompagnement vers un hébergement lié qui soit adapté à son état de santé. Donc, on va partir sur des patients SDF, essayer de travailler sur des liens de soins de santé s'il y a des besoins, des choses comme ça. Donc, voilà ce qu'on peut proposer à notre niveau. Et donc, certaines PASS proposent également les soins infirmiers, des suites d'hospitalisation, les pansements, les choses comme ça. Donc, voici le logo dont on vous parlait. Donc, c'est ce logo qui est au niveau national et que vous retrouvez sur tous nos documents et au niveau de la signalétique pour permettre aux patients de se repérer facilement. On ne va pas reparler, parce que Olivier l'a déjà évoqué, des patients qu'on adresse à la PASS. Simplement, on vous donne un exemple de logigramme d'inclusion qui avait été rédigé en concertation avec les PASS par la coordination pour essayer d'ajuster sur le territoire régional la définition du patient PASS. Donc, tout en spécifiant, comme Olivier l'avait dit, qu'il s'agit toujours d'un patient externe de soins ambulatoires et en insistant sur le fait qu'il y a toujours une évaluation médico-sociale. Je ne sais pas si vous avez perdu le diaporama, on l'a perdu. Il y a toujours une évaluation médico-sociale qui est très importante. L'un ne va pas sans l'autre et il y a toujours un lien étroit entre les deux problématiques. Patients la plupart du temps avec absence de couverture sociale complète et parfois couverture partielle avec certains critères de précarité. Là, je ne sais pas, on a perdu. Excusez-nous. Oui, c'est terrible. Celui-là. Alors, Héloïse, Héloïse, tu peux nous aider? Je crois que j'ai plus la main. Excusez-nous. Vous pouvez admirer le logigramme. Voilà. Donc voilà la cartographie des PASS pour vous rendre un petit peu compte où est-ce qu'elles sont situées au niveau de la région. Donc voilà, les 17 PASS généralistes, les 14 qui sont médicalisés, sachant que juste sur la Haute-Côte d'Or, c'est Montbard-Châtillon et la PASS est située à Châtillon. Et donc, on a encore du travail pour médicaliser les PASS qui ne le sont pas encore. Elles peuvent être aussi en cours de médicalisation et puis on est en train de travailler avec les directions aussi pour que ça puisse aboutir.
Donc là, on avait une cartographie un petit peu plus détaillée sur ce que peuvent proposer les PASS en fonction où elles sont situées. Donc, si elles ont un temps d'assistante sociale, donc, comme vous pouvez le voir tout en long, sur les temps médicaux, sur les soins infirmiers, la délivrance des traitements, celles qui proposent des consultations en psychologie et celles qui proposent des consultations dentaires ou un accès aux soins dentaires. Il y a parfois aussi un échange entre les différentes PASS qui sont situées à proximité. Il peut arriver que certains patients qui n'aient pas accès aux soins dentaires aillent dans une PASS un peu plus à distance, mais en tout cas, les patients sont envoyés pour pouvoir accéder quand même aux soins. Il y a aussi certaines fois des partenariats qui sont effectués avec des médecins libéraux dans certaines PASS ou avec des cabinets dentaires, par exemple, pour permettre l'accès aux soins. Donc, c'était pour vous remontrer un petit peu, voilà, donc, comme on l'a dit, donc toutes les PASS chez nous sont un temps d'assistante sociale, les consultations médicales. Alors, de ce qu'on a pu relever, des données qui ont été extraites, c'est 3/4 des patients n'ont aucune ressource et 2/3 des patients sont des migrants, donc ça soit des patients en arrivant dans le cadre d'une demande d'asile ou en situation irrégulière. Et 1/4 des orientations sont faites par les structures liées à la demande d'asile comme les CADA ou les hébergements d'urgence des demandeurs d'asile ou les plateformes d'accueil. Donc là, les faits actives, alors elles sont un petit peu, elles datent de 2019, mais c'est pour représenter un petit peu, voilà, au niveau des PASS, comment ça se répartit au niveau des activités. Et donc voilà, pour voir comment les patients sont orientés ou se rendent à la PASS, on voit que quand même la majorité des patients viennent d'eux-mêmes dans les PASS, 37%, eux-mêmes ou accompagnés par quelqu'un de leur entourage, ce qui fait que les PASS sont quand même assez connus par le bouche à oreille ou les patients quand même se déplacent seuls jusqu'à nous. Et sinon, nos plus gros partenaires sont ceux qui travaillent dans la demande d'asile, donc les CADA, les UDA, les plateformes d'accueil des demandeurs d'asile, voilà. Et on a aussi des patients qui sont réorientés par l'hôpital, c'est-à-dire des sorties d'hospitalisation. C'est avec le service des urgences qui vont nous réorienter les patients après les avoir identifiés comme pouvant relever de notre dispositif, principalement. Voilà, on a laissé un tout petit temps si on pouvait répondre à quelques questions. Je ne sais pas, Olivier, si vous avez eu des questions auxquelles on peut répondre directement. Alors, du coup, il y a une question sur Pontarlier de M. Capel qui dit « Depuis quand il y a un temps médical, c'est en cours ?» C'est-à-dire qu'il y a déjà le docteur Ferrer qui est médecin aux urgences et aux soins palliatifs qui fait l'activité de consultation pour la PASS et après, c'est en train de se formaliser avec un projet qui va aboutir dans les mois qui viennent, mais il fait déjà une activité de consultation. L'autre question qui a été posée, c'était comment on va faire pour médicaliser les PASS, sachant qu'il n'y a plus de médecins en France. Alors, on a réfléchi éventuellement à faire des temps partagés, c'est-à-dire qu'il y a encore des médecins qui ont envie de travailler en PASS, en tout cas ça existe, mais pas forcément en activité unique, mais essayer de trouver un médecin qui serait intéressé pour partager son activité entre plusieurs sites, par exemple. Voilà. Bon, après, c'est un challenge qui est difficile, mais moyennant finance, je pense que c'est envisageable que certaines personnes soient intéressées par cette activité passionnante, on va dire. Et ensuite, il y a une question sur l'articulation avec le CJ des centres de vaccination qu'on traitera une fois que les collègues qui s'en occupent auront fait leur présentation. Voilà, je pense qu'on peut peut-être… C'était le moment du temps d'échange, Héloïse? Ou il y en a un autre? Non. On continue dans les présentations et puis on a un temps un petit peu plus loin et je continue de répondre aux questions sur la partie QER. Très bien. Donc, on va enchaîner sur un cas clinique d'une patiente qui représente un petit peu une patiente entre guillemets type, parce qu'il n'y a pas de patient type, mais un patient type qui se présenterait à la PASS, une histoire de vie parmi d'autres, et comment notre action s'organise avec les autres partenaires, par exemple. Donc, il s'agit là, on a pris l'exemple d'une patiente
qui vient d'arriver depuis une semaine à Dijon, qui est seule, originaire du Soudan. On a quand même beaucoup de patients qui viennent de zones de conflit, par exemple, et qui a le souhait de déposer une demande d'asile suite à des violences qu'elle a subies dans son pays. Elle est prise en charge peu après son arrivée, en tout cas elle est orientée par la Padamada Coalia pour réaliser les démarches administratives liées à sa demande d'asile, mais également pour ce qui est de l'hébergement. Alors il est fort probable qu'au départ elle n'ait pas d'hébergement et qu'elle soit obligée de solliciter le 115 tous les jours pour les hébergements de nuit. Les aides alimentaires, donc ça peut se l'orientation auprès d'associations comme les Restaurants du Cœur, auprès d'associations, de paroisses, voilà, là où elle pourra en tout cas se restaurer et trouver des aides alimentaires. Et puis, voilà, on a des listes de repas qui sont délivrés à certains endroits de la ville en fonction de la géographie qu'on peut délivrer aux patients, qu'on peut donner aux patients. Et puis, la Padamada Coalia nous oriente cette patiente pour la prise en charge médicale globale de cette dame. Donc, elle se présente à la PAS et demande à être vue par un médecin. Elle ne parle pas français. Et elle est dans un premier temps, dès l'arrivée, la secrétaire appelle l'assistante sociale pour s'assurer qu'il s'agisse bien d'une patiente qui dépend du service. Donc là, tu évalues, ouais, on verra après l'évaluation sociale, excusez-moi. La secrétaire, après avoir prévenu l'assistante sociale, joint l'infirmière du service qui, du coup, fait le point avec la patiente. La patiente lui explique avoir un retard de règles et être inquiète. Elle rencontre dans un second temps ou immédiatement en fonction de la disponibilité le médecin de la PAS, donc en consultation, et la patiente explique alors son parcours migratoire, avec plus ou moins de détails, avec toute sa complexité, et elle explique avoir été abusée à plusieurs reprises durant son parcours. Donc, au niveau de l'évaluation sociale, on valide une prise en charge par la PAS le temps que madame puisse avoir une ouverture de droit à la CPM, donc les droits de base et la complémentaire santé solidaire, sachant que pour les demandeurs d'asile, donc il y a un délai de carence de 3 mois. Donc, pendant cette période-là, nous, on prendra en charge ses soins quand elle aura besoin de consultations, les traitements, l'accès au plateau technique voilà. Et donc, nous, en tout cas sur Dijon, voilà comment ça se passe. On a un accord avec Coalia Padamada. Il s'occupe de tout ce qui est démarches administratives, notamment des droits de l'ouverture au niveau de l'assurance maladie. Donc, alors, soit pour l'instant, là, ça se fait plutôt dans les CADA. Une fois que la dame sera orientée, maintenant qu'il y a 3 mois de délai avant de pouvoir ouvrir les droits, madame va être orientée en CADA. Et là, la personne, son référent en CADA, s'occupera de la demande d'ouverture de droits. Ça ne se fait pas au niveau de la PAS, c'est un accord qu'on a avec les structures qui gèrent tout ce qui est demande d'asile. Sachant que pendant cette période-là, pendant ces 3 mois de carence, si madame avait besoin d'hospitalisation, ou de soins urgents, il y a possibilité quand même qu'elle soit hospitalisée sans droit à l'assurance maladie si le médecin estime que l'absence de soins mettrait en jeu son pronostic vital ou aurait une altération grave de son état de santé, auquel cas on pourrait solliciter le dispositif des soins urgents. Donc madame est hospitalisée, on fournit le récépissé, un certificat médical du médecin qui précise qu'on est dans le cadre de soins urgents pour qu'il y ait une prise en charge quand même au niveau de son hospitalisation. L'intitulé pour le certificat du médecin, tu te rappelles? C'est soins vitaux et urgents, quoi, soins. C'est soins vitaux ou mettant en jeu le pronostic vital. Ouais, ou altération grave de l'état de santé. Voilà. Et donc, via la PAS, la patiente, donc, comme je vous l'ai expliqué, pourra bénéficier de tout ce qui est consultation externe, du plateau technique, de la délivrance des traitements et de l'accompagnement social. Voilà, ce qui permet d'avoir quand même pas mal de possibilités, c'est-à-dire qu'on peut accéder à tous les spécialistes de l'hôpital, mais également la radiographie, un scanner si on a envie, tous les examens biologiques dont on aura besoin. Ça nous permet d'avoir une prise en charge de qualité tout de même. Ouais, et tous ces soins qui ne pourraient pas attendre l'ouverture de droit ensuite au niveau de l'assurance maladie. Donc, du point de vue médical, puisque l'aspect médical ne peut pas être dissocié de l'aspect social, donc, la patiente explique au médecin son parcours, les violences subies, le stress, les troubles du sommeil.
Bien sûr, pour faciliter la communication, nous faisons appel à Interservice Migrants, qui est un dispositif qui est situé à Paris, qui permet d'avoir un traducteur par téléphone dans beaucoup de langues. Je n'ai plus le nombre de langues, mais en tout cas même dans des dialectes très spécifiques. Donc, on l'utilise généralement au premier entretien pour faciliter la communication, faciliter que la personne soit plus à l'aise pour décrire sa situation dans sa propre langue et qu'il n'y ait pas cette barrière de langue. Donc, la patiente, bien évidemment, vu le contexte, a besoin d'un bilan sanguin, test de grossesse, bien évidemment, mais aussi bilan complet. Ça peut être aussi en lien avec son origine géographique. Par exemple, au Soudan, il y a pas mal de parasites, de parasitose, donc peut-être une recherche de bilharziose, des choses qu'on ne recherche pas forcément en situation classique de patients qui habitent sur le territoire depuis longtemps. Cette patiente, on l'oriente auprès du Cégide, bien sûr pour les dépistages sérologiques. Donc, ils vous expliqueront plus précisément, mais notamment HIV, hépatite B, hépatite C, syphilis, etc. Le bilan sanguin est réalisé, confirme effectivement la grossesse, mais malheureusement une sérologie HIV positive. La patiente, bien évidemment, comme à chaque fois, on donne un rendez-vous à ces patients pour la remise des résultats biologiques, qu'ils soient normaux ou anormaux, simplement pour leur expliquer précisément avec traducteur ce qu'a donné le bilan sanguin. Donc, l'annonce est faite à la patiente qui est complètement abasourdie, elle est hésitante, perdue, elle ne sait pas si elle veut garder son enfant ou pas, elle hésite. Donc, on lui présente forcément la possibilité d'une interruption volontaire de grossesse pour laquelle on doit se mettre en lien avec le service d'orthogénie de l'hôpital on doit effectivement réaliser au plus vite, si c'est le cas, un certificat médical pour attester de sa décision et faire courir le délai de rétractation de 7 jours de réflexion, en tout cas, pour que la patiente, ça réduise un petit peu son intervention, le délai d'intervention. Et bien évidemment, nous prenons également contact très rapidement avec le service de maladies infectieuses qui travaille beaucoup avec nous pour le VIH, pour statuer aussi, refaire des examens complémentaires par rapport au VIH pour gagner un petit peu de temps et également pour voir si la grossesse se poursuit, mettre en place un traitement très rapide antirétroviral et puis aussi discuter dans tous les cas pour la mise en place d'un traitement antirétroviral quel que soit le souhait de la dame. Nous prenons également contact avec le centre de planification pour la prise des rendez-vous, donc dans le contexte, dans le cas où elle garderait l'enfant, pour la suite de la prise en charge. Et j'ai perdu, pardon. Et bien évidemment, dans tout ça, une consultation psychiatrique est également prévue pour la dame par rapport à cette situation plus que complexe. À noter que en orthogénie, les patients sont vus également par le psychologue de façon systématique. Voilà les partenaires avec qui, dans ce contexte-là, nous avons pu travailler. Et puis, on va leur laisser un petit peu la main, chacun d'entre eux, pour expliquer la prise en charge de patients précaires dans leur structure spécifique. Oui, merci beaucoup. Du coup, on va donner la parole à Isabelle Pep du Centre de lutte anti-tuberculose. Oui, bonjour à tous, à toutes. Donc, moi, je suis cadre de santé dans un CLAT, donc un centre de lutte anti-tuberculeuse. Là, vous pouvez passer la diapo, puisque vous avez la main. Donc, on est situé au CHU de Dijon. Alors, ce qui est bien, c'est qu'on est situé au-dessus de la passe de Dijon. Donc, ça permet quand même un travail plus rapproché. Donc, comment on rentre dans le dispositif pour ces personnes migrantes et ou vulnérables? Donc, il y a un dépistage radiologique à faire à l'arrivée. Quand la personne arrive sur le territoire, on doit lui faire un dépistage radio qui devra être réalisé à nouveau à 1 an et ensuite 2 ans après l'arrivée. Alors, à qui s'adresse ce dépistage radiologique? Donc, pour toutes les personnes qui sont nées ou qui ont résidé dans un pays dont l'incidence de la tuberculose est supérieure à 40 000 cas par an pour 100 000 habitants. Pour les enfants, la radiographie n'est pas systématique, enfin pour les enfants de moins de 5 ans, elle n'est pas systématique et on recherche une preuve vaccinale par le BCG. Donc, on va observer l'enfant, voir s'il y a des traces de BCG ou quelquefois les parents auront un carnet de vaccination qui attestera que l'enfant est bien protégé.
Ensuite, le deuxième test de dépistage, c'est le test du diagnostic de l'infection tuberculeuse. On peut le faire de deux manières, soit par le test à la tuberculine, qu'on appelle l'IDR, soit par un test sanguin, qu'on appelle le quantiferon. Donc, ce test, il est systématiquement proposé à tous les sujets mineurs, donc moins de 18 ans, et il est proposé à des adultes qui ont moins de 40 ans, qui sont originaires eux aussi de pays de forte endémie, avec une incidence supérieure à celle que je vous ai présentée pour le dépistage radio, puisque là, on est à une incidence supérieure à 100 cas par an pour 100 000 habitants. Et ces adultes, on ne les dépistera que s'ils ont des enfants qui vivent sous le même toit, des enfants de moins de 15 ans. Donc, ce dispositif de dépistage radiologique et du diagnostic de l'infection tuberculeuse, en fait, on le réalise selon les recommandations nationales. Alors, sur Dijon, on consulte donc au sein du CHU, mais également dans les centres hospitaliers de Châtillon, de Semur et de Beaune. Je vous laisse passer pour la deuxième diapo. Alors, notre autre activité, puisqu'on est à la fois centre antituberculeux et centre de vaccination. Alors, je ne vous ai pas expliqué UPMI. Au CHU de Dijon, l'UPMI, c'est l'unité de prévention des maladies infectieuses. Elle regroupe donc le CLAT, le centre départemental de vaccination et le CEGID. Et Anne, ma collègue, va vous présenter ensuite le dispositif du CEGID. Pour la vaccination, donc on propose une mise à jour vaccinale selon les recommandations et à partir de 6 ans. Tous les enfants qui ont moins de 6 ans seront pris en charge par la PMI, sauf, on le verra un petit peu en dessous, le BCG, où c'est nous qui le réalisons, donc quasiment un mois après la naissance. Donc les vaccins que nous réalisons, ce sont la diphtérie, le tétanos, la poliomyélite, plus ou moins la coqueluche selon l'âge, rougeole, oreillon, rubéole, l'hépatite B, la méningite B, méningite C, le papillomavirus, donc le BCG possible donc à un mois après la naissance, la vaccination grippe et donc depuis 1 an et demi la vaccination Covid. On peut proposer également, en effet, parce qu'on retrouve chez un certain nombre de personnes migrantes des antécédents d'hépatite. Donc, le centre départemental de vaccination peut proposer en amont de la vaccination un dépistage VIH, VHB, VHC. Et comme on a la proximité du CEGID, c'est souvent le CEGID qui va réaliser ce bilan. Le centre départemental sera plus autonome quand il est à l'extérieur, où là, il est obligé de faire ses propres bilans. Alors, on consulte donc au CHU de Dijon, on va également sur Châtillon, Semur et Beaune. On intervient beaucoup dans les CADA, donc actuellement, ça change, mais globalement, on travaille beaucoup avec Châtillon, Semur, Rouvray, Pouilly-en-Auxois, les Verriers, Plombières, les ateliers. Et puis après, c'est vrai qu'on sollicite de façon régulière les partenaires, donc il y a des partenariats qui quelquefois s'arrêtent, d'autres qui redémarrent. On travaille également, on fait des consultations au Resto du Cœur à Dijon Nord, sur Dijon. Et puis, je ne vois pas ce qui est écrit derrière parce que j'ai un petit… Voilà, on intervient également au sein de l'association LASDAT dans un accueil de jour qui accueille des gens qui vivent dans la rue, mais ils sont accueillis la journée avec un repas possible, avec possibilité de prendre une douche et de laver du linge. Et puis, nous intervenons ponctuellement, très ponctuellement, dans des centres sociaux, souvent lors de la campagne grippe. Et c'est vrai qu'un partenaire plus régulier, c'est le centre social de Montbard. Donc, voilà pour l'activité vaccination. Je veux bien que vous passiez la dernière diapo. Et là, je vous ai fait une petite diapo pour la traçabilité, parce que c'est vrai que nos personnes vulnérables, eh bien, elles bougent beaucoup. Et ça, c'est une difficulté, c'est comment savoir quelle vaccination elles ont reçue. Alors, on a un logiciel métier qui s'appelle WebVax. Et donc, on se déplace quand on va dans les CADA ou dans les centres sociaux avec un ordinateur portable. Donc, ça nous permet quelquefois de retrouver des gens qu'on a vaccinés à Semur. On peut les retrouver sur Dijon dans un CADA. Et là, ben, on sait quelle vaccination ils ont reçue si le petit carnet de vaccination papier est perdu. Donc, c'est vrai que l'informatique nous a beaucoup aidé depuis quelques années pour être sûr de la vaccination qu'on aurait pu faire sur un autre lieu.
Et puis, on s'aperçoit que le carnet de vaccination papier, il est là, mais il peut être perdu et c'est bien dommage. Et puis, la reconvocation, eh bien, si les personnes vivent dans une structure comme un CADA, quand on doit revoir les gens pour une deuxième ou une troisième dose, eh bien, on travaillera avec les partenaires sociaux de la structure. Et puis, si les personnes sont autonomes, eh bien, de plus en plus, elles ont des téléphones portables. On a leur numéro de téléphone et on leur envoie un petit SMS. Donc voilà pour la partie vaccination et tuberculose. Je laisse la place à Anne Montupet pour la partie Cégide. Oui, bonjour, je suis Anne Montupet, je travaille à la fois sur le Cégide et pour un temps très très partiel sur la PAS de Dijon. Alors Cégide, c'est un acronyme tout à fait barbare pour désigner le centre gratuit d'information, de dépistage et de diagnostic des infections sexuellement transmissibles. La diapo, s'il vous plaît, merci. Alors, c'est un petit peu orienté ma petite présentation sur les spécificités prises en charge de la prise en soin et l'accueil des personnes en grande précarité. Eh bien, il n'y a pas tellement de spécificité dans l'accueil individuel des personnes. Elles bénéficient d'un entretien qui va faire une évaluation des risques et puis qui va faire une proposition adaptée de dépistage. Alors bien sûr, comme dans la population précaire, il y a une grande majorité de migrants, on privilégiera le dépistage du VIH et des hépatites. Et bien sûr, selon le contexte sexuel, les autres IST, le chlamydia, le gonocoque, la syphilis, etc. Dans cet entretien individuel, il y a aussi une mission d'information et de prévention. On recommandera des rapports protégés le plus possible et on insistera sur le fait que ce n'est pas parce qu'on est en France qu'on ne peut pas se contaminer par le VIH. Il y a beaucoup de contamination de migrants à l'arrivée justement en France. La spécificité peut-être, c'est qu'il y a une possibilité de faire appel à une traduction par téléphone, comme Alec l'a dit, avec notre interprétariat ISM, qui nous rend beaucoup de services. Par contre, il y aura une spécificité lors du rendu du dépistage initial, bien sûr, en l'absence de droit à l'assurance maladie et on orientera vers une assistante sociale du centre hospitalier, principalement à la PAS, mais ça peut aussi être dans les services où la personne peut être orientée. Il y aura une délivrance gratuite de traitement si besoin. Alors, ça peut être un traitement curatif, à prendre féroce. Ça peut être aussi un traitement par injectable que l'on fera sur place. Et puis, ça peut être aussi une orientation vers la vaccination pour l'hépatite B en particulier, le papillomavirus, si ce sont des jeunes. Il y aura un accompagnement vers le spécialiste, un accompagnement renforcé, puisqu'on prendra les rendez-vous et on anticipera éventuellement le bilan à faire, que ce soit une orientation vers l'infectiologue pour un VIH, vers l'hépatologue pour une hépatite B, ce qui est quand même très souvent le cas. La deuxième spécificité, c'est le diapo suivant, s'il vous plaît. C'est dans l'offre d'information, en fait, en allant vers ces populations. Les infirmières du service, qui sont des infirmières de santé publique, organisent régulièrement des journées d'information pour les migrants, en particulier dans les CADA, Verrières, Plombières, Châtillon. Il y a aussi des temps d'information dans les structures pour jeunes précaires, comme les apprentis d'Auteuil, les écoles de la deuxième chance, les mineurs non accompagnés, où il y a principalement des jeunes migrants. Et puis des temps d'information pour d'autres personnes en situation de précarité. On a commencé des maraudes avec la Croix-Rouge en soirée.
Il y a des entretiens individuels à l'association Le Pas, par exemple, il y a des personnes en situation de prostitution. Voilà, je vous remercie. Merci beaucoup. Et ensuite, c'est Madame Catherine Tisserand. Si elle nous entend. Madame Tisserand. Dans ce cas, peut-être qu'on peut passer aux échanges et puis voir si on peut entendre Madame Tisserand. Oui, Héloïse, on va la rappeler sur son téléphone et puis on passe au... Oui, c'est ça. Ouais. Bah, alors, on va peut-être passer aux échanges maintenant. Il y a eu pas mal de questions. Alors, du coup, il y en a un certain nombre auxquels j'ai répondu directement. Il y avait 2 questions à l'intention des collègues du centre de vaccination et du Cégide. Une question qui est posée par Madame Poula du CLAT d'Auxerre, qui demande si la vaccination contre la méningite B, c'est juste les personnes à risque. Et puis, pour la vaccination HPV, est-ce que votre budget suit cet objectif ? Alors, la réponse pour Madame Poula, méningite B, c'est je lui conseillerais d'appeler Michel Diong, le médecin référent, donc il pourra lui répondre plus précisément. Pour le papillomavirus, en fait, nous, on a la chance qu'en fait, que tous les vaccins qu'on administre, ils sont pris en charge par la CEPAM. Donc, on a des secrétaires qui tiennent des tableaux à jour et donc des tableaux mensuels, et tous les vaccins qui sont réalisés, on les envoie déjà à la direction financière du CHU qui ensuite contacte, qui simplifie les documents et qui les renvoie ensuite à la CEPAM. Donc, il n'y a pas du tout de problème de budget pour le papillomavirus. Ok, y compris en l'absence de couverture maladie. Complètement. Tous les soins dispensés par le centre antituberculeux et le centre de vaccination sont gratuits. Je pense que ça, c'est un point essentiel parce que finalement, c'est un peu l'objet de ce webinaire, c'est de se dire médecin généraliste seul face à un patient qui peut avoir plein de problématiques et pas de couverture maladie. Alors, la passe peut être une solution, mais en certains points du territoire, il n'y a pas forcément de passe ou de passe médicalisée. Et donc, pouvoir s'appuyer sur des structures comme la vôtre, comme le CLAT, comme le Cégide, sont vraiment tout à fait essentielles. Et on est complètement orienté vers les populations vulnérables. C'est bien le public cible défini par l'ARS. Ok. Est-ce que du coup, on a des informations sur Madame Tisserand, si elle arrive à se connecter ou pas? Oui, elle va essayer de se reconnecter parce que son micro ne marche pas. D'accord. Alors peut-être, Héloïse, on peut passer à la présentation suivante. Et puis, Oui, il y a encore des questions. Madame Tisserand de nous rejoindre. J'ai vu que quelqu'un a levé la main. Il y a Romain qui a levé la main dans les spectateurs. Si on peut lui donner la parole, peut-être. Mais non, pas dans le webinaire, je pense pas. Sinon, il faut poser du coup toutes les questions dans les questions-réponses, dans ce cas. Alors, ouais. Je propose qu'on continue. Et puis, comme ça, on reviendra sur les questions suivantes ensuite. Ok. Alors, du coup, Olivier, c'est toi. Sur la présentation d'un nouveau cas clinique. Ok. Dont l'objet est surtout d'introduire si tu peux me repasser la main, ou d'introduire une autre typologie de situation qu'on rencontre et qui nous amène à travailler avec les collègues. Donc là, il s'agit d'un patient de 51 ans en situation irrégulière, c'est-à-dire qui n'a pas fait de demande d'asile, c'est un point important, qui est sans hébergement, qui est lui aussi originaire du Soudan. Il consulte à la PAS pour une perte de poids depuis plusieurs mois et des troubles du sommeil. Alors, la perte de poids, quand on vient du Soudan et qu'on a un parcours de migration, c'est toujours un peu délicat de savoir de quoi elle peut relever. Il y a eu un bilan qui a été fait à la PAS et qui montre une tuberculose pulmonaire non bacillifère, donc non contagieuse, qui montre également un état de stress post-traumatique, comme c'est très fréquent. C'est la première pathologie présentée par les patients qu'on
notamment quand on passe les patients migrants. Et également un diabète insulino-requérant très fortement déséquilibré avec une plaie de pied chronique qu'il a depuis plusieurs mois. Donc la question, c'est quelles orientations? Dans un premier temps, il y a eu un passage court par l'hôpital pour aller vérifier que la tuberculose n'était pas contagieuse, mais une fois ce point réalisé, il fallait trouver une solution alternative. Alors, se poser 3 questions de façon assez pragmatique, la question de l'hébergement, des soins infirmiers et des soins psychiques. Alors, la question de l'hébergement, on a essayé de la travailler via l'appel au 115, le SIAO, que tout le monde peut joindre quand il se retrouve avec une personne qui est sans hébergement. Dans la situation de ce patient étranger non demandeur d'asile, on a eu une réponse qu'on peut avoir assez régulièrement qui est qu'il n'y a pas de proposition d'hébergement rapide pour ce patient-là, permettant une sortie d'hospice vers un lieu de vie rapidement. Sur la question du soin infirmier, il y avait des besoins de gestion du traitement antidiabétique par insuline, de pansement quotidien au niveau du pied, mais pas de couverture maladie en ville avant 3 mois. On l'a dit, les passes mobiles, c'est en train de se développer, mais ça ne peut pas, aucune passe mobile ne peut assurer les soins infirmiers 7 jours sur 7, comme le font les infirmiers libéraux. Donc là, on était un petit peu coincés. Et puis, les soins psychiques, c'est un patient qui peut relever du CMP, mais avec des délais qui sont, comme pour la population générale, assez longs, alors que le patient était vraiment dans un état psychique très dégradé. Du coup, on a cherché les plans B. Le premier plan B, ça a été Lily Health Soins Santé, que présentera tout à l'heure Dr Guégan, qui a pu prendre en charge le patient en sortie d'hospitalisation, pour la réalisation des soins infirmiers, que ce soit le pansement, que ce soit les injections d'insuline et la surveillance de son traitement, et puis l'observance du traitement antituberculeux. On a également travaillé avec l'équipe mobile psychiatrie précarité qui sera présentée tout à l'heure, qui ont pu rencontrer ce patient et qui ont pu aussi le suivre. Parce que Lily Health Soins Santé, c'est temporaire. Derrière, il y a d'autres lieux de vie. Et du coup, c'était important qu'on puisse s'appuyer sur une structure capable d'assurer un suivi. Et enfin, on a collaboré avec, pris contact avec les opérateurs de l'asile, puisque finalement, le patient a fait une demande d'asile pour avoir un peu de perspective dans la prise en charge. Voilà, tous ces intervenants étant fréquemment sollicités dans ces situations-là. Voilà. L'idée était de présenter une situation pour justifier d'une certaine manière les invités qui suivent. Et je vais laisser la parole du coup à Madame Lable et Madame Mansuti pour nous présenter le MPP. Bonjour à tous. Voilà, donc Françoise Lable, la cadre de santé de l'équipe mobile prévention précarité donc de Besançon, qui dépend de l'hôpital de Novillars. Et je suis accompagnée donc de Camille Mansuti, qui est notre psychologue, qui a intégré l'équipe en janvier 2022 et qui a permis de développer une 3e mission au sein de notre équipe mobile prévention précarité autour du public migrant. Je crois que je n'ai pas la main. Il faudrait juste passer à la diapositive suivante. Merci. Alors, notre équipe mobile prévention, le nom de notre c'est équipe mobile prévention précarité. Effectivement, c'est une équipe mobile psychiatrie précarité. Hein, donc, on s'occupe des personnes ayant des troubles psychiques. Hein. A été créée depuis 2017. Elle résulte de la fusion de 2 entités pour les personnes de la région. Donc, il y a une entité qui était existante depuis 1995, l'atelier santé de proximité, plus autour du public de la précarité Rechampron. Et puis, une 2e unité qui était l'EMPI, équipe mobile de psychiatrie intersectorielle, qui était là plus sur la mission prévention, qui existait depuis 2005. Et donc, on a fusionné ces 2 unités en janvier 2017 pour créer une vraie équipe mobile de psychiatrie mobile sur l'ensemble du territoire qui dépend de l'hôpital de Novillars.
Et donc, l'objectif principal, c'est vraiment d'aller vers, se déplacer au plus près des personnes qui sont exclues du soin, soit parce qu'elles n'ont pas conscience d'être malades, soit parce qu'elles ne peuvent pas aller vers le soin. Et donc, a priori, plutôt autour du soin psychique, mais on verra plutôt pour le parcours de la précarité. Voilà, on peut parfois passer par des problèmes somatiques pour après pouvoir rencontrer des problèmes psychiques. Merci. Voilà, donc on a une mobilité autour de 3 missions. Donc, à partir depuis janvier 2022, on a intégré donc, une mobilité autour du public migrant. Alors, la première mission est une mission de prévention, alors qui s'adresse surtout à un public qui est en logement et pour lequel on va avoir un signalement d'un tiers, alors soit la famille, soit le réseau social, soit un médecin généraliste, soit un ami, soit un voisin. On peut avoir parfois des employeurs aussi qui nous signalent. Et dans notre organisation, on va essayer d'aller vers la personne, d'essayer de la rencontrer, toujours en présence d'un tiers signalant. Donc, un tiers qui va pouvoir nous permettre de nous introduire auprès de la personne et de la rencontrer. Donc, souvent, on intervient avec la personne qui nous a signalé la situation et ça peut être quelqu'un d'autre si on s'aperçoit que la personne refuse ou qu'il y a une personne plus adaptée. Et puis, on va se déplacer en tout lieu. Ça peut être au domicile, ça peut être dans un squat, ça peut être à la terrasse d'un café, ça peut être au CMS de l'antenne de quartier, ça peut être voilà, en tout lieu. Donc, la plupart de nos interventions sont en binôme avec un médecin et un infirmier. Et puis, en fonction des besoins, selon la dimension du refus de soins et la situation, on peut intervenir, on peut être plus nombreux. La deuxième mission qui nous caractérise est une mission à destination du public migrant, précarité, pardon. Et donc là, on a 2 infirmiers qui sont en poste donc dans les locaux du SAS, qui dépendent du CCAS. Et donc là, on travaille en partenariat avec les travailleurs sociaux au niveau du SAS. Et puis, on a donc un bureau pour les entretiens et puis un bureau pour, on va dire, les petits soins. Parce que ponctuellement, on a un public de consommateurs avec des besoins autour des plaies, parfois des plaies par couteau, voilà. Donc, on réalise des soins techniques, mais aussi des temps d'entretien. Et donc, cette mission-là est aussi médicalisée. On a environ 3 permanences médicales d'un médecin psychiatre au niveau du SAS par semaine. Et puis, la dernière mission donc, pour laquelle on débute en janvier 2022, donc, on a pu la débuter grâce à l'arrivée de Camille dans notre équipe, donc une psychologue à temps plein. On a construit l'organisation de notre activité avec les 3 prestataires de Besançon, donc le DAIS au niveau de la HFC, le foyer Adoma et le foyer DSEA. Donc, depuis 6 mois, on les a rencontrés 3 fois, donc en amont avant de débuter, au bout de 3 mois et à 6 mois pour ajuster en termes de permanence. On réalise des permanences au niveau de ces structures, donc au niveau du Prada à Châtillon-le-Duc et du PADA à l'avenue Clémenceau et du PADA à rue Gambetta. Voilà. Et au niveau de la DSEA, c'est plus des contacts téléphoniques par signalement. Et puis, on se déplace au niveau, enfin, là où nous est donné le rendez-vous, soit au niveau d'un logement, soit au niveau du bureau des travailleurs sociaux. Par rapport à toutes ces missions, on a une seule permanence téléphonique, donc avec un numéro unique,
où c'est un infirmier qui répond, qui prend en compte la situation et qui va orienter selon le signalement autour des différentes missions et faire le lien. Et souvent, on va définir au moins quelle sera la première rencontre. Par rapport à l'ensemble des missions, les rencontres sont multiples. Hein. On fait, lors de la première rencontre, bien sûr, une évaluation. Après, cette évaluation peut parfois redemander d'autres rencontres et puis parfois demander aussi des accompagnements qui peuvent être réalisés par l'équipe infirmière. On est sur l'équipe actuellement, on a 7 postes alloués. Pour l'instant, on n'a que 6 pourvus liés à un congé maternité. Mais voilà, on réalise parfois les accompagnements nécessaires pour aboutir, hein, parce que pas mal de situations sont cristallisées par le fait de parfois ne pas réaliser ce qui est prescrit. Et donc, on va essayer de mettre en œuvre tout ce qui peut être fait pour essayer d'aboutir et bien débloquer certaines situations. On va passer à la diapositive suivante. Par rapport au public migrant plus spécifiquement, donc on organise des permanences donc, dans les lieux qui vous ont été donnés. Et donc, ça va permettre de rencontrer, de nous présenter et établir un premier contact avec les personnes. Donc, ces permanences, pour l'instant, elles sont réalisées en binôme avec un psychologue et un infirmier. Et puis, on sollicite bien sûr l'interprétariat téléphonique souvent à ce moment-là pour pouvoir établir, comprendre le besoin et pouvoir nous présenter nous. Et après, au niveau de l'accompagnement, va être selon la situation, il va plus y avoir mis en place un suivi auprès de la psychologue ou un suivi auprès d'un médecin psychiatre ou alors un suivi conjoint psychologue et psychiatre. Comme je vous l'expliquais tout à l'heure, c'est vrai qu'on peut réaliser aussi d'autres actes autres que les entretiens, donc des accompagnements ponctuels pour finaliser les examens et aider à leur réalisation. Ponctuellement, bien sûr, on a de nombreux partenaires, mais l'APA, c'est un partenaire privilégié pour nous. Et puis, on va les rencontrer en tout moment. C'est vrai que ponctuellement, au départ, on avait situé qu'on allait rencontrer les personnes dans les lieux d'accueil. Et en fait, on s'aperçoit que ces personnes préfèrent venir à notre consultation au niveau de l'EMPP, donc rue de l'Industrie. Parce que comme ça, les lieux sont vraiment différenciés et apparemment l'espace de confiance est un peu plus sécurisé pour eux. Voilà, diapositive suivante. Alors, au niveau de l'équipe mobile prévention précarité, l'équipe est bien repérée maintenant puisque depuis 2017, donc on a une file active qui augmente d'année en année. On a des signalements qui peuvent concerner, donc pour l'année 2021, qui ont concerné 581 patients et on a en file active effective, 461 ont été rencontrés et bien sûr avec beaucoup de patients nouveaux. Par rapport à la file active actuelle du public migrant, donc qui est notre activité concerne donc juste les 5 premiers mois de l'année 2022. Donc, on a réalisé 18 permanences au PADA Gambetta, 14 permanences au Prada Valentin, 3 permanences au CADA. Et puis, à l'heure actuelle, notre file active de patients migrants est de 63 personnes avec une mise en place de suivi pour 20 personnes actuellement. Alors, on a choisi de faire état de nos limites et de nos ressources dans la diapo d'après.
Juste parce que pour faire état, donc par rapport à notre équipe mobile, oui, on a une expérience de 5 ans. Par rapport au public migrant, c'est une expérience qui débute et puis qui a besoin encore de bilan et d'ajustement. Donc, on les fera en fonction des évolutions qui seront nécessaires. Dans les problématiques que l'on rencontre actuellement, c'est des problématiques en lien avec le parcours migratoire. Donc, effectivement, un public qui peut avoir des contraintes particulières avec des départs parfois rapides. L'ajustement aussi que l'on doit réaliser autour de l'interprétariat. Pour nous, c'est une gymnastique un peu plus difficile, surtout quand on va toucher au niveau du soin psychique et ponctuellement avec une dimension culturelle et avec une dimension ethnique aussi par rapport à l'approche de certaines problématiques. Et puis, effectivement, je pense que dans l'avenir, on va solliciter aussi une formation bien spécifique autour de l'ethnopsychiatrie. Voilà, au niveau de nos ressources qui apparaissent dans la diapo d'après, normalement. Merci. Donc, on a sollicité, donc on a rédigé un projet récemment au niveau de l'ARS pour obtenir un mi-temps médical supplémentaire parce qu'effectivement, on s'aperçoit qu'avant parfois d'aller approcher la notion de psychotrauma, il faut déjà calmer les besoins primaires de la personne, c'est-à-dire parfois une personne qui n'arrive plus ni à manger ni à dormir, tant l'angoisse est très prégnante. Donc, effectivement, parfois, il est nécessaire d'avoir des traitements et donc, on a sollicité un mi-temps médical supplémentaire. Pour l'instant, on n'a pas encore allé rencontrer des associations de migrants pour les personnes qui ne sont pas réfugiées et qui sont déboutées. Donc, effectivement, c'est encore quelque chose que l'on doit réaliser. La construction avec les 3 partenaires de la ville, on va la poursuivre en faisant des bilans environ 2 fois par an. Et puis, voilà, une volonté de s'ajuster en fonction des possibles de notre équipe et puis des besoins qui sont entendus. Voilà, on est disponible pour vos questions. Alors, du coup, on va passer au docteur Nguégan. Bonjour. Oui, alors moi, j'ai fait le choix de ne pas faire de PowerPoint qu'on voit en visu. Alors, donc moi, je suis Camille Guégan, je suis médecin généraliste dans un dispositif de l'IALT Soins Santé, donc sur Besançon. Et ce dispositif, il se trouve au sein d'un bâtiment géré par le CCAS qui s'appelle l'Agora. Donc moi, j'y suis depuis 2016. Donc, les LIALT Soins Santé, de manière générale, c'est un dispositif qui existe depuis 2010. Alors, j'ai vu en question, il y a quelqu'un qui a posé la question, les LIALT Soins Santé, est-ce qu'il y en avait dans chaque département? En tout cas, j'ai noté ceux qui étaient en Bourgogne. Il y en a 2 à Dijon, 1 à Nevers, 1 au Creusot, 1 à Mâcon. Et au niveau de la Franche-Comté, donc il y en a un peu dans toutes les villes moyennes, voilà, Besançon, Vesoul, Lons-le-Saunier et Pontarlier. Donc les LIALT Soins Santé, c'est un dispositif pour accueillir et héberger les personnes vulnérables sans domicile stable ou fixe. Donc le but, c'est de les accueillir de manière temporaire. Il faut que ce soit forcément des personnes majeures, donc quelle que soit leur situation administrative, et dont la pathologie somatique ou psychique ne nécessite pas une hospitalisation, donc une maladie pas assez grave pour être hospitalisée, mais assez pour qu'elle soit incompatible avec une vie à la rue. Donc les missions, voilà, encore de manière générale pour tous les LIALT Soins Santé, c'est donc de dispenser des soins médicaux et paramédicaux adaptés. Donc dans toutes les structures, il y a forcément des infirmiers.
mais qui ne sont pas là H24, 7 jours sur 7. Dans la majorité des lits halte soins santé, c'est des cabinets libéraux qui passent matin, midi et soir. Dans les structures où il y a un peu plus de lits, comme nous sur Besançon, on a 11 lits, là, il y a un temps plein infirmier et lorsqu'il n'est pas là, soit le soir, matin, week-end ou quand il est en congé, c'est un cabinet libéral qui prend le relais. Ensuite, au niveau médical, il y a forcément un médecin rattaché. Donc là, pareil, hein, le temps médical dépend du nombre de places. Ensuite, dans les missions, donc il y a la mission et médicale et ensuite il y a aussi la mission sociale. Le but, c'est de mettre en place un accompagnement social personnalisé. Donc, il faut que la personne ait bien sûr aussi une problématique sociale. Donc, pour cette raison-là, il y a aussi toujours un travailleur social dans l'équipe. Et le but, voilà, c'est d'élaborer ensuite un projet avec le patient et au niveau médical et au niveau social. Au niveau du financement, donc c'est financé par l'ARS. Et ensuite, c'est des associations ou autres qui répondent à l'appel à projet. Donc, du coup, les lits halte soins santé, ils sont tous sous la coupelle de différentes structures. Donc, pour donner un exemple, en Franche-Comté, il y a Vesoul qui dépend d'Eliade, Pontarlier et Besançon qui dépendent du CCAS. Il y en a d'autres à Lons qui dépendent de la DDSEA. Voilà, donc en fonction, voilà, aucun lit halte soins santé ne dépend de la même structure. Donc en pratique, voilà, par rapport au parcours de soins, voilà, d'une personne qui arrive sur les lits halte soins santé, donc dans la grosse majorité des cas, c'est un travailleur social qui repère une situation. Donc une situation d'un patient nécessitant des soins, alors de manière aiguë et n'ayant pas de domicile. Donc la grosse majorité des personnes qui nous adressent, on a surtout le SAS, le service d'accueil et d'accompagnement social, donc rue Champron, hein, qui est en lien avec le SIAO. On a beaucoup aussi de personnes qui nous sont adressées par les travailleurs sociaux du CHU, la PAS, et puis aussi le MPP qui connaît via Semarode, etc., les patients. On a aussi depuis peu de temps, depuis 1 an, une infirmière lit halte soins santé mobile. Donc c'est une infirmière, son rôle c'est d'aller vers le public. Donc en général, elle fait des maraudes plusieurs fois par semaine avec la veille mobile. Elle se déplace aussi vers les personnes qui ont été repérées, soit par le MPP, soit par le SAS, qui ont été relogés à l'hôtel ou dans des logements de manière temporaire. Et elle se déplace aussi dans les hébergements d'urgence. Donc elle repère aussi certaines situations et puis comme ça, elle fait l'articulation entre ces personnes-là et l'équipe des lits halte soins santé. Donc ça, c'est un dispositif tout nouveau, hein, les infirmiers en lit halte soins santé mobile. Donc il y en a une sur Besançon. Par contre, en Bourgogne, si, je sais qu'il y a une infirmière à Dijon, mais à ma connaissance, il n'y en a pas dans d'autres villes sur la région. Donc voilà, donc le travailleur social, il repère une situation. Ensuite, il remplit une fiche de préconisation. Donc chez nous, en tout cas à Besançon, elle a été simplifiée récemment. Dans les autres dispositifs de lit halte soins santé, hein, c'est tous pratiquement la même chose, hein. Le but, c'est de demander au lit halte soins santé de la ville la plus proche ou de la ville dans laquelle se trouve la personne la fiche à remplir. Donc, il y a une partie à remplir par le travailleur social, une partie à remplir par un médecin qui a aussi repéré la personne. Et ensuite, nous, l'équipe, on lit dans un premier temps la feuille de préconisation et si on estime qu'effectivement la personne rentrerait bien dans que les lits halte soins santé pourraient répondre à son besoin, on la rencontre en rendez-vous de préadmission et après, on donne très rapidement, 5 jours plus tard maximum, une réponse à la personne. Sachant que les critères d'admission, en gros, de manière générale, faut que ce soit une maladie aiguë,
Donc, quand c'est une maladie chronique avec un problème d'hébergement, normalement, ça ne rentre pas dans les critères. Donc, normalement, on ne prend pas ce type de demande. Et aussi, les personnes qui sont trop grabataires, trop dépendantes, on ne peut pas non plus les prendre puisque on n'a pas de présence H24, notamment le week-end et la nuit. Et donc, du coup, on ne peut pas prendre dans notre dispositif des personnes pas assez autonomes. Voilà. Et une fois qu'on a répondu de manière favorable à la personne, on essaye toujours de les prendre le plus rapidement possible, mais comme partout, voilà, faut qu'il y ait des sorties pour des entrées. Sinon, voilà, on met sur liste d'attente et quand on peut en prendre en urgence. Et une fois sur place, c'est des contrats de 2 mois renouvelables autant de fois qu'on veut. Donc nous, en moyenne, sur Besançon, la moyenne de durée, c'est entre 4 et 5 mois, si on fait une moyenne. Et ensuite, quand les personnes sortent du dispositif, dans la grosse majorité des cas, chez nous à Besançon en tout cas, elles sortent au sein du foyer Agora dans lequel il y a d'autres dispositifs, résidence sociale, CHRS, maison relais. Les sorties sont toujours très compliquées. On essaye, alors on a eu quelques sorties en UXA, très peu en ACT. Là, on a des difficultés, c'est pour faire sortir les personnes qui ont des besoins en EHPAD ou résidence autonomie. En général, on essuie des refus du fait du parcours des personnes. On a aussi peu de sorties dans des appartements autonomes. En général, c'est un objectif, mais pareil, les parcours sont tellement complexes qu'on a du mal à arriver à ça. Et après, on a aussi des sorties avec des retours à la rue quand on n'a pas réussi à construire comme nous on voudrait. Mais après, parfois, ça peut être aussi le choix de la personne qu'on accompagne. Et après, pour ce qui est du suivi médical, alors en prenant encore une fois l'exemple de Besançon, moi en général, je continue à suivre les patients, surtout s'ils sont surtout quand ils sont dans l'Agora. Et sinon, j'essaye de les réadresser vers un médecin traitant au plus proche de leur futur lieu de vie ou d'hébergement, même si ce n'est pas toujours évident, encore une fois, de trouver des médecins qui veuillent bien suivre ce type de population. Et dans les types de patients qu'on accueille, en gros, et c'est dans tous les lits Halte Soins Santé la même chose, on essaye de trouver un équilibre entre un tiers de migrants, un tiers de personnes issues de la psychiatrie et un tiers de personnes qui viennent directement de la rue avec des problèmes plus somatiques. Et dans le type de pathologie qu'on rencontre, on a pas mal d'oncologie, des patients notamment sous chimiothérapie, des patients ayant des plaies aiguës, des fractures, donc avec un plâtre, donc où ils sont un peu coincés au niveau de leur mobilité, des pathologies chroniques avec un problème aigu par-dessus, notamment des diabètes déséquilibrés par exemple, ou une découverte récente d'une pathologie qui nécessite une aide dans le parcours de soins. Et puis comme ce public-là, c'est des patients qui ont été en rupture de soins depuis longtemps. Souvent, ils profitent aussi de leur passage sur leur lit Halte Soins Santé pour qu'on regarde la mise à jour des vaccins. Enfin voilà, faire un point très global sur leur santé. Souvent, il y a besoin qu'ils voient un ophtalmo, un dentiste. Qu'on fasse. On en profite aussi pour faire le tour de la question globalement au niveau médical. Et dans les perspectives, alors les lits Halte Soins Santé, donc c'est un accueil temporaire pour des personnes ayant une pathologie aiguë, sachant qu'il existe un autre dispositif qui s'appelle les LAM, les lits d'accueil médicalisés. Sur la région Bourgogne-Franche-Comté, il n'y en a que à Montceau-les-Mines, qui sont rattachés à l'hôpital de Montceau-les-Mines. Il n'y en a pas sur l'ex-Franche-Comté. À Besançon, on est en cours pour répondre à un appel à projet parce qu'on se rend compte qu'il y a un réel besoin. Et les lits d'accueil médicalisés, c'est des lits de soins donc pour les personnes ayant à la rue et par contre nécessitant des soins au long cours de manière chronique ou ayant des dépendances, puisque là, il y a une présence médicale H24, 7 jours sur 7. Voilà, j'ai dit à peu près tout ce que
que je voulais. Merci beaucoup. Du coup, si vous voulez bien, on va passer à Jordan Lamar. Donc, n'hésitez pas à me dire quand est-ce qu'il bouge. Je change de diapo. Alors, bonjour, moi c'est Jordan Lamar, je suis assistant social à Doma Besançon. Je vais tout d'abord faire une petite présentation. On va parler de migrants, de demandeurs d'asile. C'est peut-être pas forcément clair, donc je vais vous faire brièvement une petite introduction avant de vous parler plus spécifiquement des structures d'hébergement. Donc tout d'abord, qu'est-ce qu'une demande d'asile? Une demande d'asile est une procédure qui permet à n'importe quelle personne de demander la protection d'un État dont n'est pas le ressortissant, car son pays n'est pas en mesure de le protéger face à une persécution. Un exemple très concret, actuellement, vous êtes de nationalité russe et dans votre pays, vous vous opposez à la guerre en Ukraine, vous fuyez, vous pouvez aller dans plein de pays dans le monde pour demander l'asile. Les fondements de la procédure d'asile sont notamment donc, la Convention de Genève de 1951, dont la France est l'un des premiers pays signataires, mais la France a appliqué ce droit de manière antérieure, notamment d'un point de vue juridique. Le droit d'asile est un droit constitutionnel, puisque un article du préambule de la Constitution de 1946 l'évoque. L'asile, c'est une notion qui est très ancienne, c'est une notion que l'on retrouve, dès le Moyen-Âge, avec une dimension très chrétienne. Si vous promenez du côté de la magnifique vallée de la Loue, vous verrez ce qu'on appelle la pierre d'asile, ou même par exemple des criminels pouvaient demander l'asile pour expier leurs fautes. Beaucoup plus près de nous, la demande d'asile a évolué tout au long du siècle en fonction des conflits. Après les guerres mondiales, on a eu des grandes vagues également dans les années 70, 90, dans 90 avec l'éclatement de l'ex-Yougoslavie notamment. Et depuis une dizaine d'années, nous assistons à plusieurs vagues venant suite ce qu'on a appelé les printemps arabes, les guerres qui en découlent, à différents problèmes politiques. Très récemment également à la guerre en Ukraine qui apporte un nouveau flux. À titre d'exemple, dans le département du Doubs, nous avons plus de 500 Ukrainiens à l'heure actuelle. Est-ce que je peux avoir la diapo suivante, s'il te plaît, Louise? Merci. Ce parcours donc, de demandeur d'asile suit toute une procédure en France que je vous explique très brièvement. Admettons, je suis un demandeur d'asile, je vais me présenter à ce qu'on appelle, du coup, vous en avez entendu parler tout à l'heure, la SPADA ou PADA, qui est la plateforme d'accueil de demandeurs d'asile, où vous serez orienté vers ce qu'on appelle, après, le guichet unique de demandeurs d'asile, qui est un endroit généralement en préfecture, où vous serez reçu d'une part par la préfecture qui va vous dire dans quel type de procédure d'asile, je vais brièvement y revenir, et également qui va vous orienter vers une structure d'hébergement et également vous donner la fameuse carte d'allocation de demandeur d'asile, la fameuse carte ADA, dans ce qu'on appelle les conditions matérielles d'accueil. Lors de votre passage en préfecture, vous allez passer votre main dans une borne qui va déterminer si vos empreintes ont déjà été enregistrées dans un pays européen. Si vos empreintes n'ont jamais été enregistrées, vous pourrez demander l'asile en France dans le cadre de ce qu'on appelle une procédure normale ou accélérée en fonction de votre nationalité et d'autres circonstances. Et à partir de là, très brièvement, donc, vous pouvez vous adresser votre dossier d'asile vers l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides, l'OFPRA, qui dépend du ministère de l'Intérieur. En cas de décision négative de l'OFPRA, vous pouvez vous tourner vers la justice française, à savoir la Cour nationale du droit d'asile. Dans le cas où vos empreintes ont déjà été prises dans un autre pays européen, il y a une convention européenne qui permet de régir cette dimension-là. Donc, si vos empreintes ont déjà été prises dans un autre pays ou que vous avez déjà fait une demande d'asile dans un autre pays européen, vous faites ce qu'on appelle en procédure Dublin. Vous avez le droit à un hébergement dans une structure et également à la carte ADA, jusqu'à ce que vous fassiez l'objet d'une ce qu'on appelle une réadmission, c'est-à-dire un renvoi dans le pays responsable de votre demande d'asile,
ou que vous soyez ce qu'on appelle dédubliné, donc c'est-à-dire que vous changez de procédure et que vous puissiez passer aux procédures normales. À titre d'exemple, en France, nous avons accueilli 103 000 demandes d'asile en 2021, ce qui ne constitue pas le record qui date de 2019, mais qui représente quand même pratiquement l'équivalent de la ville de Besançon. Si je peux avoir l'autre diapo, merci. Les structures d'hébergement en France, vous en avez plusieurs types. Je vous en ai montré quelques-unes, mais je ne vais pas toutes vous les présenter. Votre orientation en structure d'hébergement va dépendre de plusieurs critères en fonction de votre situation administrative. Si vous êtes en procédure normale ou accélérée ou en procédure Dublin, va dépendre de votre situation. Si vous êtes primo-arrivant, vous allez plus être orienté vers d'autres structures. Et l'ensemble de cet archipel de structures est régi au niveau national par ce qu'on appelle le dispositif national d'accueil, le DNA, qui est décliné au niveau régional par le SRADA, donc le schéma régional d'accueil des demandeurs d'asile. La Bourgogne-Franche-Comté possède son propre schéma qui est en vigueur jusqu'à l'année prochaine, si je ne dis pas de bêtises. Pour gérer les structures d'hébergement, vous avez plusieurs opérateurs sur la région. Si je ne m'abuse, nous avons 9 opérateurs qui sont présents. Vous avez certains opérateurs nationaux comme Adoma ou Coalia en Bourgogne, et vous avez des opérateurs qui sont plus localisés sur un département, par exemple la SMH dans le Jura. Si je peux avoir l'autre diapo. Merci. Les centres d'hébergement, du coup, nous sommes très en lien avec les professionnels du médical. Nos structures comprennent tout un panel de salariés, des travailleurs sociaux, des cadres de proximité, des équipes techniques. Nous avons très peu dans nos structures de personnels médicaux, même si ce qui régit les centres d'hébergement dans la plupart des centres, qui est la loi de 2002, est censé un peu décloisonner et permettre le travail avec le monde médical. Nous avons très peu de professionnels de santé salariés dans les structures. Mais nous avons quand même un très gros travail qui est fait avec un certain nombre d'institutions médicales, la PAS, le CLAT, et plein d'autres qui sont présentés avant moi. Également la CPM, et vous avez également une multitude de professionnels qui se rendent dans les structures, tels que les infirmiers, les kinés, les travailleurs de la PMI et bien d'autres. Malgré ce travail qui est très souvent de proximité et qui est de bonne qualité, nous avons un certain nombre de problématiques qui apparaissent. Nous avons des difficultés d'accès à la médecine de ville et à certains spécialistes. Quand j'entends de difficultés, c'est que nous avons, et je l'ai vécu moi-même personnellement pour certaines personnes que j'accompagne, nous avons des professionnels de santé qui refusent de soigner le public que nous accompagnons. On peut présumer que c'est notamment parce que ces personnels-là ont une complémentaire santé solidaire. Nous avons également des difficultés administratives liées à la CPAM qui peut, pour certaines raisons, perdre les dossiers. On a également des problèmes de compréhension linguistique, culturelle, avec l'interprétariat, également des fois des dimensions culturelles qui sont un peu méconnues. Et on a également les populations migrantes qui ont une méconnaissance de notre système de santé. Si je peux avoir l'autre diaporama, s'il vous plaît. Merci. Dans ce travail, nous avons un certain nombre de missions, notamment l'évaluation de la vulnérabilité des personnes que nous accompagnons. Il y a une dimension médicale qui est très, très prégnante et qui nous permet après d'aider les professionnels de santé pour les orientations. Nous essayons d'avoir un rôle de facilitateur en prenant des rendez-vous médicaux, en sensibilisant les suivis que nous accompagnons également. Nous avons également, par le travail d'ouverture de droit, comme ça avait été signalé auparavant, par exemple pour obtenir la complémentaire santé solidaire, nous attendons 3 mois, donc une fois le passage au GUDA. Dans ce cadre, nous cherchons les ouvertures de droit via les complémentaires santé solidaire.
avec également la présence des travailleurs sociaux, notamment de la PAS, qui réalisent ce qu'on appelle les DSUV, qui sont des dispositifs d'ouverture de droits précoces qui sont très limités. Nous avons donc également une dimension partenariale qui est très présente en recherchant des appuis des professionnels de santé, d'institutions de santé, parfois en faisant des conventions, notamment par exemple Adoma a une convention avec la CPM qui nous permettent d'avoir des interlocuteurs privilégiés et un certain nombre d'autres aspects. On réalise également un très grand travail de relais et d'échange avec les travailleurs sociaux du secteur médical. Je pense notamment aux travailleurs sociaux dans certaines structures comme les hôpitaux, également au DAC. Et également, on essaie de développer des actions collectives pour améliorer la compréhension des publics, également développer des outils pour favoriser la compréhension du système de santé français. Si je pars à l'autre diapo, s'il vous plaît. Merci. Face à ça, on a un certain nombre d'enjeux. Je vous présente que les principaux. Tout d'abord, pour moi, c'est l'articulation entre le service de soins de première nécessité, ce que j'appelle ainsi, donc les PAS, les CLAT, et la médecine de ville. Très souvent, en tout cas moi personnellement, j'ai remarqué que les publics, les demandeurs d'asile se retrouvent parfois un peu perdus dans ce passage, dans cette transition entre les PAS qui, comme Olivier Ozas l'a dit, ont une certaine expérience du public que nous accompagnons tous, et la médecine de ville qui a également de l'expérience, mais à des degrés divers. Donc, je pense pour moi, c'est un des grands enjeux de ces prochaines années sur tous nos territoires, et également l'enjeu de l'interprétariat, avec le développement d'outils. Vous avez des outils déjà qui existent, notamment TraducMed, qui permet à tous les professionnels de santé de se faire comprendre dans une trentaine de langues, si je ne m'abuse. Également, vous avez des moyens. J'ai cité par exemple qu'on a demain, on utilise ce qu'on appelle Pocket Talk, qui est un espèce de petit traducteur immédiat qui permettent de dégrossir certaines situations. Et puis, il y a également, en essayant d'améliorer la connaissance du système de soins par le public migrant, et là, notamment, les outils qui sont proposés, notamment par les ARS et par Santé publique France, sont très importants pour nous. Très régulièrement, nous, on va au contact des publics migrants pour les informer de ça, leur distribuer également ces petits livrets, également une plus grande coordination qui se fait de plus en plus avec un certain nombre d'acteurs de tout type, que ce soit les CHU ou encore même des acteurs plus de terrain, militants, je pense notamment à AIDS, qui interviennent également dans certaines structures. Donc, nous avons vraiment un réseau de santé qui est un panel très diversifié. Et dans cette partie médico-sociale, je pense qu'il faut encore renforcer cette dimension médico-sociale et continuer à décloisonner. Ça permettra de faire sauter pas mal d'obstacles. Ça se fait tout doucement, car les flux, vous voyez bien que l'actualité, que les flux de demandeurs d'asile ne sont pas terminés et que un certain nombre de questions vont se poser encore dans les années à venir. Je vous remercie. Merci beaucoup. Maintenant, on va donner la parole à Bénédicte Poineuf, s'il vous plaît. Héloïse, il faut que je mette demande contrôle à distance, c'est ça? Non, je vais le mettre. Okay. Voilà, normalement, c'est bon. Ok. Donc, moi, je suis Bénédicte Poineuf, je suis manager stratégique à la Caisse primaire de Côte d'Or sur le versant sous-direction assurée. Et donc, je vous ai fait une présentation pas forcément orientée, je dirais, public migrant, mais plutôt précarité au sens large et sur ce qui existe à la Caisse. J'arrive pas, Héloïse, je suis désolée. Si vous cliquez, ça ne marche pas. Voilà, là, c'est vous qui bougez la souris. Ok. Donc déjà, le contexte et les enjeux, hein, on sait qu'on a un quart des Français qui renoncent à au moins un soin au cours des 12 derniers mois. Donc ça, c'est des sources Odenor hein, qui fait suite à des enquêtes qui ont été réalisées sur l'intégralité du territoire. Moi, pour la Côte d'Or, c'est 22,4%.
50%. Donc ça, déjà, c'est un constat de départ pour nous, Caisse primaire d'assurance maladie. Après, on sait qu'on a 13 millions de Français qui sont aujourd'hui aussi en difficulté avec le numérique, hein, parce que la précarité, ça peut être aussi la précarité numérique avec des téléservices et des démarches qui se font de plus en plus via ces canaux-là et qui peuvent mettre des personnes en difficulté. Et puis après, je vous ai mis le taux de non-recours à la CMUC et à l'ACS. Alors, ce sont des vieilles données, hein, puisque maintenant, on est en complémentaire santé solidaire et non plus en CMU complémentaire et aide complémentaire santé. Mais quand on sait qu'à peu près sur un dispositif alors l'équivalent de la C2S payante, hein, on avait plus de 50% de renoncement. Nous, c'est toujours 50%, on se dit, de personnes qui ont droit à ces avantages-là et qui ne demandent pas et qui peuvent donc avoir des difficultés pour accéder aux soins. Et donc, mettre du frein dans la prise en charge des soins. Partie de ce constat-là et d'un constat aussi plus large, hein, sur les difficultés de compréhension et autres, l'assurance maladie a mis en place un dispositif. Alors, c'est un dispositif qui au départ avait un nom vraiment pas très, très joli, qui s'appelait la FIDAS. Je ne sais pas si ça vous parle. J'arrive pas, voilà. FIDAS, c'était des plateformes départementales d'intervention, d'accès aux soins et à la santé. Donc, c'est parti voilà, du besoin de nos assurés qui renoncent à des droits, qui renoncent surtout à des soins, et de mettre en place des accompagnements spécifiques, personnalisés, adaptés, pour aller jusqu'à la réalisation du soin avec eux. Donc, on est sur un accompagnement qui peut parfois être court. Alors, court pour nous, c'est 2 mois, on va dire, et puis, ou 1 mois. Et puis, parfois, on a des accompagnements très longs parce qu'on est sur tout type de soins. Cette démarche, elle a été progressive et elle s'est étendue. Hein, on va dire que d'une approche au départ où l'assurance maladie se préoccupait un peu de ses courriers tout public en se disant c'est pas très clair. Elle s'est dit bah tiens, voilà, je dois travailler un peu sur ma formulation et mes échanges vers mes assurés. Après, elle est allée sur le constat du renoncement au droit et plus globalement le constat au renoncement aux soins et au numérique. Et tout ça, en fait, aujourd'hui, s'intègre dans une démarche qu'on appelle la mission accompagnement santé. Donc, on ne souhaite pas utiliser de sigle, mais on le fait forcément. Donc, on parle de MAS, MAS, Mission Accompagnement Santé. Et l'idée, c'est de proposer donc à tous nos assurés qui sont fragiles, hein, une offre de services d'accompagnement personnalisé, avec un accompagnement vraiment de bout en bout pour les aider. Merci. Alors, je pense que c'est Jordan qui a coupé son micro. Héloïse, je ne sais pas si… Donc, cette mission d'accompagnement santé, c'est vraiment une offre de service complète. Hein. L'idée, c'est d'analyser la situation des droits et de voir s'il y a un accompagnement. C'est un accompagnement qu'on fait avec l'assuré. Il faut qu'il en soit d'accord parce que c'est quelque chose qu'on fait avec lui et pas à sa place. Et on va regarder tout le champ des possibles, la situation à 360 pour voir ce qu'on peut lui proposer. Donc, je pense que je vais plutôt aller sur la slide suivante qui vous parlera plus, hein, qui je pense est plus parlante. Voilà. Bon. Voilà. Donc, en fait, on part d'une difficulté d'un assuré, mais alors cette difficulté d'un assuré, elle est rarement énoncée directement par l'assuré. Et c'est là où on a besoin de nos partenaires et on travaille alors avec des structures comme Adoma, il parlait de conventions, mais aussi avec la PAS. On a signé aussi une convention avec l'ensemble du service social du groupement hospitalier territorial, mais on travaille aussi avec d'autres partenaires. Je vous ai mis un petit exemple. Mais on travaille aussi avec des partenaires du monde social, mais aussi des professionnels de santé. Donc, qui détectent des situations de renoncement aux soins et qui vont nous saisir pour qu'on puisse accompagner cet assuré. Donc, au départ, ça passe par un repérage, un signalement. Signalement aussi, un repérage qui peut être fait aussi dans nos structures, bien évidemment, d'accueil, au centre d'examen de santé, au service médical ou aussi par le service social de l'assurance maladie. Donc, il y a une saisine et il y a un conseiller qui va étudier la situation, qui va regarder complètement ce qui se passe dans le dossier depuis 1 an, sa mutuelle, médecin traitant, soins ou pas soins, sa situation familiale, son compte Amélie, voilà, et qui fait vraiment une étude globale de la situation versant administratif. On va l'appeler, puis on va voir avec lui quelle est sa difficulté. Alors, ça peut être une difficulté assez simple de renoncement à des droits où on va pouvoir agir parce qu'il a simplement besoin d'un coup de
pousse individuel dans une orientation, une démarche, et que notre offre de service, on va dire générale, ne lui convient pas. Donc ça, voilà, ça peut être à ce niveau-là. Puis après, ça va être quelque chose qui parfois va être beaucoup plus lourd, avec des difficultés de renoncement aux soins. Et là, avec lui, on va concevoir un plan d'accompagnement et on va identifier aussi les partenaires qui pourront être sollicités pour aller jusqu'à la réalisation de ce soin. Donc ce plan, cet accompagnement va parfois prendre un petit peu de temps. Il va alors donner lieu ou pas à un montage financier, parce que le frein, dans une grande partie des renoncements, est financier. Ce n'est pas le seul motif de renoncement aux soins. On a la peur, l'incompréhension aussi du système, du parcours, c'est délicat. Pas forcément le reste à charge, ça peut être même l'avance de frais qui est problématique. Donc on va, nous, mettre en place ce plan d'accompagnement, avec des montages financiers parfois, avec des échanges avec les professionnels de santé aussi. On pense à du dentaire, avec voilà, des devis, des aides financières qu'on pourrait mettre en place chez nous ou auprès d'un fonds de retraite. Enfin, voilà, on commence à être assez expert dans la matière et on va clôturer l'accompagnement à la réalisation du soin. Donc, c'est vraiment quelque chose avec une seule personne, un seul conseiller qui va accompagner tout le long notre assuré. Donc, pour ça, on a besoin d'un réseau partenarial, je vous dis, un détecteur essentiel à la démarche. Donc là, je vous ai mis quelques partenaires du monde de la solidarité avec lequel on travaille. Bien évidemment les PASS, mais aussi la Milo, APF France Handicap, Coalia, Adoma. On a signé vendredi avec Emmaüs, toutes ces structures qui sont confrontées aux difficultés de nos assurés, qui peuvent accueillir aussi. On travaille aussi avec Pôle emploi, puisque le renoncement aux soins et le renoncement au droit peut être un frein à l'emploi. Donc vraiment, nécessité d'avoir, pour faire cet accompagnement, au départ, des détections qui sont faites par vous ou par des professionnels de santé, puisque vous êtes aussi nombreux professionnels de santé. Pour tout ce qui est partenaire, et en fait, je dirais pas pour l'assuré, pour ce qui gravite autour de l'assurance maladie, on a une offre de service qui est proposée aux partenaires pour mieux nous connaître. Alors, on n'a pas tous la même offre. Là, on est sur une dimension régionale. Donc, je vous ai repris vraiment ce qui était commun. On a des formations qui sont proposées avec des modules adaptés. Nous, on a une offre de formation, par exemple, de 5 modules aujourd'hui sur la complémentaire santé solidaire. On a l'aide médicale État. On a mieux connaître l'assurance maladie, les téléservices. Comment aussi accompagner le renoncement aux soins, et puis toute une partie maladie, invalidité, maladie professionnelle. Voilà. On a un site Amélie avec un espace partenaire institutionnel, et parfois on a des sites locaux. C'est le cas aussi pour la Côte d'Or. On a un blog où on publie toutes les semaines qui est pour nos partenaires. Et puis, on a tous mis en place des contacts locaux pour faciliter la prise en charge attentionnée des situations qui pourraient être détectées. Donc, on a soit des boîtes mail, soit on a des portails. Enfin, voilà. Et bientôt, on aura tous un portail. Ça s'appelle l'espace partenaire. Alors ça, c'est pour les partenaires. Et puis après, on a des dispositifs, en fait, concrètement pour les assurés, pour faciliter, lever les freins à la prise en charge des publics migrants et ou précaires. Donc, déjà, il faut savoir que dans nos accueils, on a une offre sur rendez-vous, que tous nos partenaires peuvent nous demander, ou dès l'instant qu'on a connaissance de notre boîte mail, nous demander de contacter un assuré pour qu'on prenne un rendez-vous et le faire un accompagnement spécifique. Le dispositif 100% santé, je vous ai mis aussi la prévention, la complémentaire santé solidaire, des fonds aussi d'action sanitaire et sociale qu'on peut déclencher pour accompagner en sus dès l'instant qu'il y a je dirais un reste à charge trop important et qui serait une des difficultés. On a aussi des bilans de santé avec des centres d'examen de santé, et j'ai mis le dispositif Mon Psy. Et comme Jordan Lamar le précisait, nous aussi par rapport à alors là, ce sera plus 21, je m'excuse pour les autres personnes, les autres départements. Nous, dans nos accueils, on a mis en place des pocket talk. Tous nos agents sont équipés, ce qui leur permet, ce qui leur facilite les échanges avec les personnes en langue étrangère. Puis on a aussi sur la difficulté, notamment d'illettrisme, on a des permanences d'écrivains publics, des partenariats aussi avec des associations spécifiques.
Donc, notamment Agir ABCD ou ATD Carmonde, où on a des contrats de groupe pour des personnes qui ne pourraient pas être éligibles à la C2S et qui leur permet d'avoir des contrats quand même de mutuelle à moindre prix. Voilà pour faire court parce que voilà, c'était tendu. Merci à vous. Merci beaucoup. Et du coup, c'est Alette et Maud qui vont revenir sur le CBEF assez rapidement, du coup, puisque notre intervenante, Madame Catherine Tisserand, n'a pas réussi à connecter son son. Oui. Donc, c'est nous qui allons essayer de vous expliquer un petit peu en quoi consiste le centre de planification et d'éducation familiale. Alors, avec nos connaissances, parce que nous on travaille fréquemment avec eux, mais pas de l'intérieur. Donc, simplement, donc, il s'agit d'une antenne du Conseil général qui est située en ce qui concerne le CHU de Dijon au sein de la maternité. Et les principales activités, donc je vais déjà citer les 3 principales activités qui concernent précisément les patients précaires et les patients de la PASS. Donc, la première chose, c'est ce service assure des consultations médicales relatives à la maîtrise de la fécondité. Donc, s'adresse en priorité aux jeunes, ouvert bien sûr aux mineurs, qu'ils soient accompagnés ou non accompagnés. Donc, il est possible pour toute femme ou toute jeune fille d'avoir accès à une contraception et bien sûr sans autorisation parentale et tout cela de façon gratuite. On a régulièrement des femmes dans ces situations un petit peu précaires, donc qui peuvent se rendre dans ces services. Alors, on peut prescrire la contraception. L'avantage dans les centres de planification, c'est qu'il va y avoir des personnes qui vont prendre le temps d'expliquer les différents modes de contraception, les effets indésirables, ce qui correspond le mieux à la femme en fonction de son âge, de ses grossesses antérieures, etc. Le deuxième élément, c'est essentiellement des consultations de suivi de grossesse. On a effectivement des populations précaires, pour beaucoup aussi migrantes, qui n'avaient pas accès à la contraception auparavant, et avec un taux de fécondité qui est très important par rapport à la population générale. Des femmes qui arrivent avec des grossesses qui sont déjà très évoluées, pas forcément connues. Parfois, on arrive avec aussi des dénis de grossesse, c'est déjà arrivé. Donc qui arrivent avec des déclenchements d'accouchement qui se font dès l'arrivée à la PASS limite, puisqu'on n'a pas le terme exact. Donc il y a des déclenchements qui sont faits du fait de la non-connaissance et du non-suivi de grossesse. Avec, dans ce contexte également, pas mal de demandes de procréation médicalement assistée. Donc, il a noté également que ces femmes ne peuvent avoir accès à la procréation médicalement assistée uniquement avec la CMU, mais avec la CSS, pardon, mais jamais avec l'AME. Donc, pas forcément faire de faux espoirs, en tout cas informer les patients de la non-possibilité en cas d'AME. Donc, ce suivi de grossesse s'adresse essentiellement aux femmes en situation sociale et familiale difficile, mais ouverte à toutes les femmes. Et l'avantage par rapport à une consultation de suivi gynécologique classique, c'est qu'il y aura un accompagnement qui sera plus personnalisé, plus soutenu qu'en consultation classique. Donc, il y a aussi le suivi, par exemple, des maladies chroniques avec les grossesses, le suivi des diabètes, la mise en lien avec le service d'endocrinologie, par exemple. Et bien sûr, un partenariat énorme entre l'AS de la PASS et l'AS de la maternité pour le suivi un petit peu plus approfondi de ces patientes fragiles. Troisième chose pour lequel il y a un échange avec les services, pour les patients précaires, un échange très fréquent avec les patients PASS, avec la PASS, ce sont les entretiens préalables à l'interruption volontaire de grossesse. Donc, d'après ce que j'ai retrouvé comme information, ces entretiens sont obligatoires depuis juillet 2001 pour les patientes mineures, mais sont également conseillés pour les adultes. Et ça permet d'appréhender, d'exprimer les difficultés, les peurs, les interrogations dans ces grossesses qui sont non souhaitées et parfois, malheureusement, suite à des agressions sexuelles en ce qui concerne nos patientes exilées. Et enfin, 2 activités donc, que j'ai retrouvées dans les activités du centre de planification, mais auxquelles on a peu
on fait peu appel. Donc, la diffusion d'informations, donc effectivement sur des planifications de travail, sur des actions individuelles et collectives, donc des actions de prévention portant sur la sexualité et l'éducation familiale, nous interviennent essentiellement dans les établissements scolaires, les institutions. Alors ça, j'ai pas de retour et j'ai pas d'éléments parce que ça ne concerne pas vraiment. Je ne sais pas s'ils interviennent dans les foyers. Il faudrait voir si on joint le docteur Tisserand, voir s'ils ont une possibilité d'intervenir dans les foyers pour ce genre d'activité de prévention. Je n'en ai pas, j'ai pas d'idée là-dessus. Et puis une autre activité qui, pareil, laquelle on ne fait pas appel, mais pourquoi pas, c'est la préparation à la vie de couple et à la fonction parentale, ce qui serait peut-être intéressant, mais c'est vrai qu'on n'a pas notion de ça. Et donc entretien de conseil conjugal, familial. Donc ils sont moins sollicités pour les patients précaires, en tout cas en ce qui concerne la PASS, mais c'est une activité qui me paraît très intéressante à développer et à échanger avec le centre de planification. En tout cas, à la PASS, on travaille en relation vraiment étroite avec le centre de planification. On adresse finalement toutes nos patientes qui ont un besoin à la fois de suivi de grossesse, de suivi de contraception, mais aussi des femmes qui sont inquiètes par rapport à des examens gynécologiques trop anciens, des frottis, des demandes de frottis ou de pathologies plus complexes qui après seront réadressées en gynécologie si besoin. Voilà tout ce que je peux vous dire, en m'excusant par avance parce que je ne suis pas la mieux placée pour parler de tout ça. Merci à vous. Merci beaucoup. Et du coup, on va reprendre un petit temps d'échange et de réponse aux questions. Olivier, si tu veux. Alors, oui, il y a eu un certain nombre de questions précises sur lesquelles on a répondu au fur et à mesure. Parce que ce qui est assez prégnant là sur les dernières remarques, qui étaient plus des remarques que des questions, c'est effectivement l'importance, comme le disait Jordan, de collaboration entre les structures. C'est certainement un enjeu majeur que chacun puisse connaître le métier des autres, les fonctions des autres. C'était aussi un des objectifs de ce webinaire. Le collègue du CLAD 58 expliquait faire dans le cadre du service sanitaire, la formation dans les CADA autour des questions de vaccination. Je pense que c'est typiquement le genre de mesures qui vont faciliter les collaborations entre les travailleurs sociaux qui sont souvent quand même la première ligne d'accompagnement des patients en situation de grande précarité, que ce soit, quelle que soit finalement l'institution vers laquelle le patient doit se tourner. Et donc, du coup, pouvoir se connaître et être un peu organisé est un enjeu majeur. À ce titre, en 2018, il y a eu une instruction ministérielle qui définissait le parcours de santé des migrants primo-arrivants et qui recommandait la création d'un dispositif qu'on appelle les rendez-vous santé. Alors, en 2019, ça ne s'est pas fait. À partir de 2020, on a enchaîné Covid et puis depuis plusieurs mois maintenant, l'accueil des patients ukrainiens. Donc, ces différentes crises ont complètement bloqué les avancées sur des sujets comme celui-là. Mais en même temps, comme dirait notre président, en même temps, ça a mis en lien les différents partenaires, que ce soit sur le Covid et peut-être de façon encore plus prégnante sur la crise ukrainienne. Finalement, on s'est retrouvés dans des groupes de travail avec tous les partenaires présents à ce webinaire dans une volonté d'organiser au mieux le parcours de santé, de coordonner les choses, avec le constat qu'il existe plein d'offres de soins, plein de structures positionnées, mais pas forcément bien coordonnées. Et clairement, l'ARS se saisit de cette occasion pour relancer sur à peu près tous les points du territoire l'organisation de ces rendez-vous santé, c'est-à-dire trouver un moyen que chacun connaisse les autres et que le parcours soit à peu près fléché, à la fois dans la première partie, quand il s'agit d'orienter les personnes vers les centres de dépistage ou vers l'accès aux soins, que ce soit via l'ouverture des droits ou via les passes ou des centres de soins gratuits. Et puis aussi, après, comme le disait Jordan, trouver les solutions pour le suivi en médecine de ville et donner l'information aux collègues médecins généralistes, infirmiers libéraux, sur quelles sont les ressources sur lesquelles ils peuvent s'appuyer quand ils rencontrent des patients en situation de migration. Alors, certains professionnels en voient beaucoup. C'est ceux que Jordan harcèle pour qu'ils prennent les patients en sortie de passe.
Donc, ils sont compétents sur ces questions-là, et puis d'autres en voient moins souvent. Et probablement qu'on a à gagner à créer une organisation et des supports pratiques pour permettre à chacun de se positionner au mieux avec ces patients-là. Une des difficultés qui était remontée, c'était aussi le refus de certains professionnels de santé de prendre en charge des patients qui ont la C2S. C'est une réalité que chacun connaît, dont on peut penser qu'elle va pouvoir évoluer. Il y a une autre difficulté qui était remontée juste avant, c'était les patients dans les 3 premiers mois de présence sur le territoire, donc du coup qui n'ont pas de couverture maladie en dehors des dispositifs soins urgents et vitaux. Peut-être, Madame Poineuf, vous pourriez en redire un petit mot. Et la question que je voudrais vous poser, c'est est-ce que dans des cas un peu singuliers comme celle de ce patient diabétique, donc qui relève des soins urgents, dont tous les soins seront pris en charge à l'hôpital, mais aucun en libéral, est-ce qu'il existe des plans B? Malheureusement, pas tant que ça. Je dirais très honnêtement qu'on arrivait parfois à trouver des plans B, fut une époque avant une centralisation de l'activité aide médicale État. Ouais. Sur des centres nationaux. Donc, voilà, on le sait, nous, avec la PAS, ça a un peu réduit notre champ d'action, puisque voilà, on n'est plus en instruction de dossier. Après, non, il n'y a pas là-dessus, on n'a pas de solution, quoi. Après, notre solution, nous, c'est d'envoyer vers la PAS. Donc, oui. Ouais. Donc, il peut rarement proposer des soins infirmiers à domicile. Enfin, on bidouille des choses quand il s'agit de refaire des pansements 2-3 fois dans la semaine. Mais quand il faut faire de l'insuline 3 fois par jour à un patient tous les jours, y compris le week-end, on ne peut pas être une option. Donc, d'expérience, ce qui peut arriver parfois, c'est que le patient reste hospitalisé. Donc, ça a un coût assez disproportionné par rapport à celui d'une infirmière libérale, mais ça peut être une solution qui peut être trouvée. Parfois, les lits halte soins santé, même si Dr Guégan a expliqué que ce n'était plutôt pas pour les situations de pathologie chronique, et en même temps, ça vaut quand même toujours le coup d'appeler parce que parfois, ça reste une option. Mais c'est vrai qu'il y a quelques situations comme ça assez emblématiques pour lesquelles il n'y a pas de réponse hyper satisfaisante. Une autre information que je voulais donner, c'était un travail en ce moment au niveau national et régional sur l'accès à l'interprétariat des professionnels. Parce que c'est sûr que quand le patient quitte la PAS pour aller en médecine de ville parce qu'il a obtenu son assurance maladie, mais qu'il parle toujours que le pachto, et les médecins généralistes qui parlent le pachto, il n'y en a pas tant que ça. Et donc, du coup, c'est une difficulté pour ces prises en charge sur lesquelles les moyens techniques, technologiques sont un début de réponse pour se dire j'ai mal au genou et puis où je viens pour mon traitement. Après, s'il s'agit d'aller un peu plus finement ou de parler de pathologies graves, sans interprétariat, c'est presque impossible. Mais ça fait partie des choses qui sont en cours. Les collègues, je ne sais pas si j'ai raté d'autres. Alors oui, il y a eu plusieurs fois la question sur le diaporama, donc on va transmettre le diaporama complet. On va ressolliciter nos collègues de l'ARS pour voir si on peut avoir une cartographie des différents dispositifs qui ont été présentés pour savoir s'il y a des lits halte soins santé à Nevers ou s'il y a une EMPP à Chalon-sur-Saône, parce qu'on n'a pas toutes ces infos-là, mais je pense que l'ARS, qui est cofinanceur de tous ces dispositifs-là, doit l'avoir. On essaiera de vous le faire passer avec le diaporama. Peut-on avoir un contact tel facile avec un correspondant au CHU? Je dirais oui. Alors, ça dépend du CHU. Si c'est le CHU de Besançon, on mettra les coordonnées des différentes personnes qui ont participé également avec le webinaire. Mais oui, c'est facile. Il faut réussir alors, on vous donnera le numéro direct parce que parfois, la plus grosse difficulté, c'est de passer le standard de l'hôpital. Mais c'est surmontable comme difficulté. Alors, est-ce que les DAC devraient être là dans cette réunion? Je pense que… Alors, l'idée, c'était de présenter
les dispositifs. On a dû faire un choix parce que sinon, c'était trop long. Je remercie d'ailleurs tout le monde d'avoir vraiment joué le jeu d'une présentation courte et efficace. Les DAC et les CPTS, très probablement, ont effectivement un rôle important à jouer qui est encore mal défini autour des questions de grande précarité. On l'a vu sur des situations de patients ukrainiens où il y avait effectivement une intervention du DAC qui a été très utile. Mais pour l'instant, dans mon expérience, on n'a pas encore beaucoup collaboré avec les DAC sur ces situations de grande précarité, de patients sans hébergement ou de patients en structure type CADA. Mais très clairement, compte tenu de leur mission et de leurs compétences pour les coordinations de parcours de soins complexes, ils ont tout à fait leur place, à mon avis, dans la réflexion autour de ces prises en charge. Eh ben, il est 16 h. Du coup, si on s'arrête là, on est pile dans les temps. Les collègues, je ne sais pas si vous voulez rajouter quelque chose. Non, merci. On a répondu. Merci à tous. Merci aux intervenants. Merci à ceux qui ont écouté et participé via les questions-réponses. Je ne sais pas, Héloïse, s'il y a moyen d'extraire toutes les questions-réponses et qu'on pourra mettre en pièce jointe. C'est ça, quand on enverra le diaporama, on enverra aussi les questions-réponses. Et puis s'il y a des choses auxquelles on n'a pas répondu ou sur lesquelles on peut aller plus loin, on pourra détailler un petit peu aussi, mettre des liens. Enfin, voilà. Merci beaucoup à tout le monde. Merci, au revoir et bonne semaine. Au revoir. Au revoir. Au revoir.